Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+, le talk show du trail. Je suis Nicolas Fréré du média Distance Plus et j'ai virtuellement à mes côtés aujourd'hui celle qui a terminé troisième de la Western States et deuxième de l'UTMB l'an dernier et qui irradie les réseaux sociaux par sa bonne humeur, sa joie de vivre et son optimisme à toute épreuve, la Québécoise Marianne Hogan. Allô Marianne, en direct du Québec. Allô, ça va? En fait, non, je suis en direct de Vancouver. Ah bon, bah Vancouver. La double championne du monde de trail qui performe en montagne, même si elle est originaire de Normandie, Blandine Lirondelle en direct de Lozère. J'espère là que je ne fais pas d'erreur. Salut Blandine. Salut Nico. Bah non, écoute, c'est bien ça. Je suis bien en Lozère. Salut les deux Nico et salut Marianne et contente d'être là pour cet enregistrement. Et donc le pilier de l'équipe de France et vice-champion du monde de trail que tu viens toi-même d'introduire, Blandine, Nicolas Martin en direct du Trièves en Isère. Salut Nico. Salut Nico, salut à tous. Ouais, du passage bref dans le Trièves, puisqu'on sera prochainement en Autriche pour finir la reconnaissance des championnats du monde avec Blandine. On en parlera dans quelques instants et nous serons rejoints dans une petite dizaine, quinzaine de minutes par l'une des kinés de la bande spécialisée dans la prévention et le traitement des blessures en course à pied, Florence Morisseau, de la clinique du coureur. Et je fais évidemment un salut amical à tous les autres membres de la bande, Ludo Collet, Sabine Erstrom, Corinne Favre, Hugo Ferrari, Thomas Laure Blanchet, Fiona Porte et Robin Schmitt, des genoux dans le gif et non pas Robin Genoux. La bande AD+, le podcast du magazine Distance Plus. Au sommaire du 27e épisode de la bande AD+, le 7e de la saison 2, deux discussions débats. Connaissez-vous les syndromes du RAID-S, un syndrome généré par un déficit énergétique qui peut faire des ravages parmi les coureurs à pied et les athlètes de sport d'endurance? Êtes-vous capable de reconnaître les signes du surentraînement? Est-ce que seule la victoire est belle? Ou peut-on terminer au pied du podium avec satisfaction, même si tout le monde attend que l'on gagne encore, parce qu'on gagne tout le temps ou souvent, et qu'on était évidemment favori ou favorite sur le papier? Ce n'est pas le but qui compte, c'est le chemin parcouru pour l'atteindre, disait le philosophe américain Ralph Waldo Emerson. Nous parlerons nous aussi aujourd'hui de ce fameux et parfois tortueux chemin menant aux grands objectifs d'une saison, voire d'une vie. Que l'on soit une championne ou un coureur récréatif, cette question philosophique mais psychologiquement fondamentale est inspirée par la récente belle 5e place de Blandine Lirondelle lors de la 20e édition de Zegama, course à laquelle elle rêvait de participer. Au programme également de cet épisode, le quiz peigné vertical. Je soumettrai un quiz d'actu et de culture générale à Blandine, Florence, Marianne et Nico, qui mettra la peignée du jour. Pour l'instant, c'est fou comme c'est équilibré. Sabine Erstrom, Blandine Lirondelle, Nicolas Martin, Hugo Ferrari, Robin Schmitt et Fiona Porte ont chacun une victoire à leur actif. Le définac, on vous propose un 7e défi et cette fois, ce sera sur le vélo avec des gaufres à gagner en bout de ligne. Et on bouclera la boucle avec les traditionnels coups de cœur ou coups de pompe des membres de la bande. La bande AD+, est enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. Bonne émission, c'est parti. La bande AD+, présentée par Nicolas Fréré. Avant de se lancer dans les débats du jour, j'aimerais faire un petit tour de table pour prendre un peu de vos nouvelles. Et je commence avec toi, Marianne. On t'avait laissé avec de grosses craintes pour ta saison en raison d'importantes douleurs. Ce que tu avais gardé pour toi à ce moment-là, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était que tu avais une forte présomption de fracture de stress et que le lendemain de l'enregistrement, tu passais une IRM qui a malheureusement confirmé cela. Tu n'as pas le choix de mettre ta saison entre parenthèses et de te concentrer sur ta guérison. Oui, en effet. Alors, en fait, je pense que j'ai repris peut-être un peu trop rapidement après l'UTMB, là, ma déchirure au psoas l'année passée. Et puis, j'en vivais encore les séquelles là, depuis quelques temps. J'avais de la douleur au niveau du psoas. Puis, je crois que ça a créé quand même de la bonne compensation qui a fait en sorte que d'autres douleurs sont survenues. Et puis, malheureusement, c'est ça, là, en fait, la douleur que j'ai commencé à ressentir vers le pubis s'est déclarée comme une fracture de stress. Donc, j'en suis maintenant à ma 5e semaine en béquille, mais les choses se passent bien. Puis, je pense que c'est un coup qui est plus difficile à absorber au début, mais maintenant que j'ai absorbé le coup, j'essaie juste de faire en sorte que je puisse récupérer rapidement. Donc, on verra ce qu'il y en est pour la suite. On se connaît un petit peu et la dernière fois, lors de l'enregistrement, je me suis dit,
c'est bizarre, elle est pas comme d'habitude, elle va pas super bien. Mais depuis, et j'invite encore une fois nos auditeurs à écouter la conversation assez longue que tu as eue avec Yannick Vézina dans Pas sorti du bois. Hein. On te suit depuis plus d'un an avec lui. Tu rentres un peu plus dans les détails. Mais ce que tu disais, c'est que bah, voilà, tu as vécu un moment vraiment difficile, compliqué à gérer émotionnellement. Mais que là, ça y est, tu es dans la phase où tu as accepté, la phase de deuil est en cours, voilà, et tu mets tout. D'ailleurs, on le voit, je disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, ton optimisme à toute épreuve, mais j'imagine que ça fait aussi partie du truc de mettre des vidéos un peu rigolotes, d'essayer de court-circuiter le côté négatif de la gestion d'une blessure pour bah, finalement essayer d'aller le mieux possible et de continuer de garder le sourire parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Ouais, exactement. En fait, je trouve ça plus facile pour moi d'en rire que d'en pleurer. Puis, mais ceci étant dit, c'est vrai que j'ai eu une période qui était plus difficile à accepter. Puis, je pense que ça s'explique par le fait que je revenais de super beaux événements. Tu sais, je suis allée faire le Speed Project en Californie. Je suis tout de suite allée au Portugal avec l'équipe Salomon faire le camp d'entraînement. Donc, je revenais des grosses semaines qui me préparaient pour une grosse saison. Puis, j'avais vraiment la mentalité que c'est ce que je voulais faire. Et puis, évidemment, là, en fait, mon corps a pas du tout suivi. Donc, ça a été difficile d'accepter. Mais maintenant que j'ai pu passer là, un peu la période de deuil. Ben, je suis de retour en essayant de faire le meilleur de la situation là, dans le moment actuel. Bon, on en reparlera certainement dans quelques instants quand il s'agira de parler du chemin, parce que sur le chemin, bah, il y a parfois des obstacles inattendus. Oui. Blandine, toi, tu es j'imagine, en atteinte proche de ton pic de forme en vue des mondiaux qui auront lieu très bientôt. Oh là, c'est quoi ce rictus? Ça veut dire que c'est pas sûr, ça. Tu as enchaîné toi aussi un stage, mais c'était avec l'équipe de France, avec une Zegama chaotique, tant le temps était complètement fou et boueux. Tu as terminé cinquième, je l'ai dit dans le sommaire de cette Zegama. Comment tu te sens, toi? Comment ça se passe à la veille, puisque là, au moment où on se parle, tu t'apprêtes à partir avec Nico, justement, en Autriche pour vous acclimater, si tant est que ce soit nécessaire. Bah effectivement, là, on part demain. Là, je pars demain à l'aube. Donc, c'était un petit peu la course aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, pic de forme physique, je sais pas trop, mais en tout cas mentale. Je me sens bien reposée, bien prête à voilà, affronter ce gros chantier, cette grosse bataille. J'ai vraiment envie d'en découdre. Parce que, en tout cas, je suis prête mentalement. Ça va être, je pense, très difficile. Enfin, voilà, ne pourra pas me contredire. Mais en tout cas, ouais, l'envie est là. On va passer là 2 semaines. On arrive 2 semaines avant. On va se faire un petit peu d'altitude. Et moi, j'adore ces petits moments d'avant-course. Je sais qu'il y en a beaucoup qui supportent pas ne rien faire ou voilà, ils ont l'impression de tourner en rond. Mais moi, c'est vraiment mes petits moments où je me sens reposée, voilà, où je fais rien et je mets enfin, voilà, l'activité physique, on peut, voilà, pendant les phases d'affûtage, on peut les diminuer un petit peu. Et moi, voilà, j'avoue, j'aime bien ces moments. Et puis avec Nico, voilà, on va parler de plein de sujets, ça va être hyper intéressant. Donc voilà, mentalement prête et puis bah, écoute, physiquement, on verra. Nico, alors c'est ça, vous allez faire finalement une reconnaissance bis. Vous y étiez déjà allé, mais il y avait trop de neige à ce moment-là pour faire une vraie reconnaissance. Alors, est-ce que c'est ça le programme? Ça va être de reconnaître entre guillemets tranquillement pour pas trop être éreinté avant la grande échéance. Ouais, c'est ça. Alors, il y a un petit inconnu, c'est que il y a pas mal de neige encore et que il y a notamment sur le trail long, il y avait un peu des inconnus sur est-ce qu'ils allaient maintenir le parcours. Il y a eu une communication, ils ont mis en place une trace alternative, on va dire, qui prend un petit peu l'envers du trail court. Enfin, nous, on partait d'un lieu d'une vallée, on allait à Innsbruck et le court fait le contraire et on tournait un petit peu autour de la trace du trail court. Là, on devrait la prendre à un moment donné dans l'autre sens. Enfin, en tout cas, je pense qu'on va reconnaître ça. On fera ce pari-là. Bon, il y a vraiment beaucoup de neige encore, une certaine au-dessus de 2000-2200 mètres. Donc, on pourra de façon pas reconnaître les deux traces. Ça fait trop de kilométrage dans ces dernières semaines à l'approche de la compétition. Surtout que, bah, comme tu l'as dit, on sortait d'un gros stage équipe de France avec ponctué pour la plupart des athlètes par des compétitions. Blandine était à Zegama avec
avec Loïc Romer qui sera aussi dans l'équipe de France. Et puis, il y avait pas mal de monde à la Sky Race des Mathésins. Donc voilà, après, Dont toi. le but, c'est aussi, la... on ne l'a pas précisé, mais on va pas vraiment à Innsbruck, on va en altitude un peu pour s'acclimater aussi à l'altitude, parce qu'il y a pas mal de parties au-dessus de 2000 mètres pendant le championnat. Donc, c'est toujours un plus que d'être acclimaté un petit peu à l'altitude. Alors, il y a des athlètes qui sont un peu plus sensibles. Moi, c'est le cas, donc c'est quand même vraiment bien que j'y aille. Et puis, comme Blandine, moi, j'adore vraiment ces moments-là où tu sors souvent en principe d'une phase où tu as quand même dû aller chercher des ressources mentales quand même assez loin, parce que pour se préparer à un championnat du monde, surtout sur ce format-là, qui est, je pense, peut-être le format le plus difficile qui existe, parce que ça va relativement vite et ça dure quand même autour d'une dizaine d'heures, hein, un peu plus pour les filles et un tout petit peu moins, je pense, pour les meilleurs garçons, mais ça sera quand même voilà, un peu un format CCC. Donc voilà, c'est aussi un peu en début de saison, on n'a pas forcément beaucoup de courses dans les pattes, donc non, ça va être une belle aventure. Et puis bon, moi j'ai quelques expériences, c'est ma 10e année en équipe de France. Moi j'ai pas de pression, le but c'est de se faire plaisir, c'est de vivre des aventures. Je donnerai le meilleur de moi-même. Si j'ai la chance de faire une grosse course, tant mieux. Et puis sinon, je ne doute pas qu'il y aura d'autres membres de l'équipe de France pour qu'on puisse fêter ça le 10 juin au soir. Ouais, premier objectif étant de faire gagner l'équipe c'est ça, l'équipe de France Oui, bah déjà d'arriver en bon état jusqu'à la ligne d'arrivée, ça c'est le premier objectif. Après, quand tu remplis ça, souvent quand tu t'es bien préparé, les objectifs que tu t'es fixés vont avec. Mais comme j'avais dit dans le Cantal où on a parlé de médailles, moi j'ai bien précisé que les médailles ça se banalise pas et ça se gagne pas si facilement que ça, et que il y a tout le monde qui vient pour gagner des médailles et il y a que 3 places sur le podium, donc il faut avoir pas mal d'humilité. La première chose c'est de réussir sa course, quoi. Et moi, c'est ce qu'on va évoquer maintenant. Tu as la Sky Race des Mathésins, tu as fait 2 courses. Là, tu as fini ton stage par un gros choc. Tu as gagné la première, c'était un maratrail. Bon, le dimanche, c'était un peu plus compliqué avec des jambes, j'imagine, bien essorées. Ça a de la valeur pour toi, cette victoire-là sur le Sky Tour, ou c'est Non, vraiment. honnêtement, ça m'a même pas, enfin, sans manquer de respect aux coureurs qui étaient là présents, ça m'a même pas vraiment conforté, parce que il y avait quand même normalement un gap de niveau, j'ai quand même eu du mal à me détacher. Après, je sais qu'avec l'âge aussi, on est moins capable de performer sur un bloc de fatigue, donc ça m'inquiétait pas trop. Après, là, j'ai déchargé, j'avais plutôt des bonnes sensations quand j'ai repris là en milieu de semaine, donc ça devrait aller. Et puis là, on aura beaucoup le temps de faire du repos. C'est aussi ça l'objectif, d'aller un peu avant, c'est de sortir un peu de son cadre de vie. Donc, il y a des gens que ça déstabilise, et puis d'autres aussi où bah, il y a toutes les petites choses du quotidien qu'on n'a pas à gérer. Et ça permet de se mettre vraiment dans sa bulle, quoi. Ok. Et puis là, question super importante, tu sculptes la moustache pour les mondiaux, c'est ça? Non, je vais me raser, mais j'avais même pas la Ok. flemme. J'ai tellement tu sais, c'est pour être focus sur l'entraînement. C'est 100% de l'énergie mentale dans l'entraînement quand c'est dur. J'ai fait 8h30 de vélo avec Thibaut Garivier samedi, et ceux qui connaissent Thibaut savent que faut toute son énergie mentale. Ok. Allez, c'est l'heure de notre premier sujet. La bande à des plus, le talk show du trail. Est-ce qu'il n'y a que la victoire qui compte? Ça veut dire quoi être satisfait de sa course? Alors, avant de répondre à ces 2 premières questions, je vais accueillir Flo, parce que tu nous as rejoint, tu as fini tes séances en cabinet. Salut Flo, merci de nous rejoindre. Exact- Exactement. Bonjour à tous. Très heureuse de prendre en cours de route le podcast et de toute la bande. On a juste pris des nouvelles, donc t'as presque rien loupé. Alors ces questions ont été inspirées, je le disais dans le sommaire, par l'expérience de Blandine. Blandine, tu as fait une 5e place à Zegama, et puis ce que t'expliquais au lendemain, c'est que t'étais super contente de ta course, mais les messages que tu as reçus sur les réseaux sociaux, tous souvent empathiques et super sympathiques, bah, ce qu'on t'a renvoyé, c'est quasiment que tu avais perdu, c'est que c'était un échec. Parce que, effectivement, Blandine Lirondelle, elle n'est pas dans le circuit depuis très longtemps, mais tu as la tendance à quand même souvent gagner. Donc, tu as habitué les gens, les médias à faire de super perfs. Et une 5e place à Zegama, ben, ça semble être une déception pour certains, mais en tout cas, pas pour toi. Raconte-nous ça, puis essaye de retrouver les émotions que tu avais à ce moment-là, parce que finalement, tu avais quand même éprouvé une espèce de déception, voire tu avais besoin d'exprimer un coup de gueule à ce moment-là, parce que toi, tu étais contente, tu n'avais pas envie qu'on te gâche cette course.
Bah effectivement, c'est vrai que j'ai envoyé un message peut-être le lendemain ou 2 jours après, j'étais sur mon petit nuage et oui, les réactions des gens d'extérieur m'ont fait un petit peu redescendre prématurément. En fait, voilà, pour commencer dès le début, c'est vrai qu'avant les courses, mais que ce soit Gamma ou n'importe quelle course, bon, je suis quand même souvent annoncée favorite hein, de par mon palmarès. Et on a beau on me dire alors, est-ce que tu as la pression? Qu'est-ce que tu vises? Quel est ton objectif? Et moi, je réponds tout le temps, non, j'ai pas la pression, parce que je considère que voilà, maintenant, c'est vrai qu'au début de mon au début de ma, on va dire entre guillemets, ma carrière sportive, j'avais un peu plus de pression parce que je devais confirmer un petit peu mon niveau. Je trouve qu'au début, c'est difficile. On a envie d'enchaîner les victoires pour dire que, voilà, pour montrer qu'on mérite d'être là. Moi, bon, voilà, je considère, alors, bon, vrai ou pas vrai, mais en tout cas, moi, personnellement, je le considère que j'ai plus vraiment à prouver aux autres grand-chose. Donc, je dis, si je passe à côté de cette course-là, voilà, ça peut arriver toujours. On a tous des hauts et des bas. Ensuite, qu'est-ce que je vise comme objectif? Ben, je dis tout le temps, moi, je vise vraiment voilà, de me faire plaisir, de faire une course accomplie, aboutie, de donner le meilleur de moi-même au moment, enfin, voilà, de me donner le meilleur de moi-même au moment où je prends le départ. Donc, soit je suis à 100% de mes capacités physiques, soit je suis moins. Et puis, voilà, je n'ai pas d'objectif de classement. Et personne vraiment me croit. Tout le monde dit, oui, c'est ce qu'elle dit, mais bon. Et effectivement, moi, Zegama, ça m'a vraiment confortée là-dedans. J'ai fait donc la course de Zegama où je partais d'une part, pas forcément à 100% de mes capacités, et puis d'autre part, finalement, je pense qu'à ce moment-là, il y avait meilleur que moi. Surtout, vu les conditions, c'était des conditions très difficiles. Moi, je suis vraiment très j'ai beaucoup de mal dans les descentes, d'autant plus dans les descentes techniques. Donc, c'était pas une année qui me correspondait. Mais Parce qu'il y avait vraiment, beaucoup de boue, parce que la météo était dégueulasse. il y avait beaucoup de... Ouais, la météo était dégueulasse. Quand je dis que j'étais pas à 100% physiquement, j'étais pas non plus à 100% mentalement. Et c'est vrai que voilà, s'engager, je pense qu'il me manquait un petit peu de recharge mentale, mais j'étais quand même hyper contente de faire cette course. C'était très dur à des moments. En fait, tous les moments où il n'y avait pas de gens, parce que alors moi, l'émulation enfin, je suis transcendée à chaque fois par les supporters. Alors, Zegama, ça, c'est la course phare à ce niveau-là. C'était incroyable l'ambiance qu'il y avait, mais pas forcément dans la montée du Sanctus Spiritus. Bon, ça, c'était hors norme. Mais même toute la course, il y avait du monde tout le temps, malgré les conditions dantesques. Les gens avaient fait le déplacement et c'était incroyable de tous les âges, de tous les... Enfin bon, j'ai trouvé ça génial. Par contre, quand il y avait euh, moins de monde, ou voilà, c'est vrai qu'on a eu de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la boue, on n'a pas arrêté de se casser la gueule, c'était c'était très compliqué, mais voilà ce qui rend du coup l'arrivée, enfin la fin de la course encore plus belle, parce que je suis allée, comme Nico dit, après ces 8 heures ou ces 10 heures là, de vélo avec Thibaut Garivier, il allait rechercher des ressources mentales. Bah, moi aussi, toute la course, j'ai dû aller rechercher des ressources mentales. Il y avait des moments où je me suis dit, non, mais là, ça sert à rien, il faut que j'abandonne. Et je dis, non, non, les gens, ils sont là. Et je savais enfin, je savais pourquoi je courais. Je me redisais toutes les choses pourquoi je courais. Je cours pour ma team, voilà, pour Mathieu, mon copain, pour les gens qui me suivent, etc. Et, euh, et j'arrive, enfin, je finis, je passe cette ligne d'arrivée, mais un soulagement et une fierté d'avoir d'avoir su rechercher tout ça voilà, d'avoir fini malgré toutes ces phases de haut et de bas, et de remise en question pendant la course. Je finis quand même avec une honorable, si on veut parler de plat de classement, hein, faire 5 à Zegama, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à ma place. Et voilà, et j'étais très contente. Cette course, ça faisait tellement longtemps que je rêvais de la faire. Et ben, bizarrement, enfin pas bizarrement, hein, mais c'est vrai que après ça, les médias et puis surtout voilà, les gens un peu qui m'entourent, qui me connaissent pas, peut-être pas très bien, encore que c'était assez étonnant comment
ils venaient m'aborder la course de Zegama, ils y allaient vraiment avec des pincettes en pensant que j'étais déçue. Donc, ils essayaient de trouver tous les arguments, genre oui, mais tu revenais d'un stage, les conditions, météo, donc c'est pour ça que peut-être. Moi, je leur disais, mais non, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de raison. Vous inquiétez pas. Enfin, moi, je suis hyper fière et j'aimerais que, voilà, que vous compreniez et que vous soyez aussi fiers de moi parce que, voilà, ouais, je suis allée chercher très profondément en moi. Donc j'ai eu ce petit moment de coup de voilà de coup de blues, de coup de pompe comme vous dites, parce que ça m'a ramené finalement tous ces messages à un échec, alors que pour moi c'était pas un échec. Et la citation que tu as dit au début, hein, c'est le chemin parcouru et pas la victoire. Et moi vraiment c'était tout l'acheminement de cette course qui m'a fait vraiment me voilà, me rendre fière de cette course. Mais voilà, en tout cas, après tout ça, je me suis posé beaucoup de questions et en tout cas, voilà, je pense que cette course va me grandir encore plus. Ça va montrer pourquoi je cours. Je pense que ça m'a aussi fait ouvrir les yeux sur les gens qui me connaissent vraiment, ceux qui attendent de moi juste voilà, enfin, mon accomplissement personnel et mon bonheur plus qu'un classement. Et voilà, moi, j'ai recherché enfin, j'ai trouvé des choses en moi que je connaissais pas et voilà. Mais finalement, après ce petit coup de pompe à 48 heures, je pense qu'il y avait aussi, voilà, souvent après un gros effort, on a un petit coup de blues au bout de 48 heures. Bah, du coup, c'était arrivé à ce moment-là. Mais euh, là, après coup, ça m'a encore grandi. J'ai beaucoup appris sur moi, sur les autres et finalement voilà, c'est que du bon. C'est le médecin et philosophe aussi Albert Schweitzer qui disait la réussite n'est pas la clé du bonheur, c'est le bonheur qui est la clé de la réussite. Donc ça inverse vraiment la tendance. Marianne, pour toi, c'est quoi ça veut dire quoi être satisfait de sa course, de ta course? Est-ce que tu as été satisfaite de courses pour lesquelles tu n'es pas, enfin, qui ne sont pas forcément passées à merveille, par exemple? Oui, absolument. Je pense que toutes mes dernières courses sont pas allées à merveille, même si le résultat, je pense, de l'UTMB était bon. J'étais quand même satisfaite de rendue au bout, là, malgré le fait que ça a été très difficile à la fin. Ou même la Western, en fait, durant la Western, j'ai passé un bon 50 kilomètres à vomir tout ce que j'avais dans le corps. Donc, le simple fait d'avoir pu traverser la ligne d'arrivée là, sur le podium, ça a été vraiment, ça a été vraiment quelque chose pour moi. Puis les histoires comme ça, j'en ai qui finissent plus, là. Ça m'est arrivé durant le 125 km de Arikana, là, où j'étais satisfaite d'avoir traversé la ligne d'arrivée juste parce que c'était ma première course de retour, mais aussi parce qu'il m'est arrivé un pépin durant la course également avec une foulure de cheville. Donc, je pense que je comprends vraiment ce que Blandine a vécu. Euh, mais ça fait du bien d'en parler parce que je pense que des fois, les gens doivent faire ça aussi parce que ça doit venir tu sais, ils veulent pas non plus insulter la personne à qui ils disent félicitations. Tu sais, ça nous est tous arrivé de dire félicitations à quelqu'un à un moment donné, puis la personne est un peu refroidie par le fait qu'on lui dit bravo sur une course qu'ils ne sont pas fiers. Mais je pense qu'il faut qu'on se rappelle quand on dit félicitations à quelqu'un que ça vient toujours d'une belle place, puis qu'on ne devrait pas mettre en question la performance de la personne et on devrait plutôt laisser la personne parler de sa performance. De son ressenti. Ouais. Nico, toi, t'en parles, Euh, c'est un sujet que tu abordes souvent, hein, d'une manière ouais, générale, ta mais carrière. c'est ça, en fait, il y a deux plans. C'est que, en fait, là, ce qu'explique Blandine, c'est qu'il y a une différence, en fait, entre ce que les gens perçoivent. Et Blandine, aujourd'hui, est une actrice phare de la discipline. Alors, on n'est pas un sport très médiatique, mais il y a un peu de médiatisation. C'est logique, je pense, par rapport à son palmarès, que les gens attendent mieux qu'une cinquième place de Blandine Azegama, même si faut respecter les adversaires et que c'est ce que je lui avais dit en message privé. Moi, j'aurais signé dès demain pour faire cinquième de Zegama, tu vois, par exemple. Donc, ça reste une énorme performance. Des Mais deux ça, pieds en même fait, peut-être. les gens, les gens ne sont pas à la place de l'acteur
Et Blandine, ce jour-là, on a vécu des conditions qui étaient peut-être pas celles de Zegama, mais qui étaient quand même pas hyper agréables pendant la semaine de stage dans le Cantal. Donc, ça a quand même coûté un petit peu d'énergie mentale chaque jour, de récupération, de s'entraîner dans ces conditions. Donc, derrière, il faut aller à Zegama, il y a un trajet. Donc, c'est clairement pas les conditions que tu mets en place si tu vises Zegama en objectif majeur. Donc, après, on peut être porté par son envie de découvrir une course et de faire du mieux possible. Après, quand il y a de la fatigue sur une course de très haut niveau comme ça, bah, ça arrive qu'on perd un petit peu en dessous de sa valeur théorique. Et en fait, je pense que c'est ça que les gens ont perçu quand ils ont envoyé des messages en Blandine en ayant l'impression qu'elle n'avait pas couru à son meilleur niveau et probablement qu'en termes de valeur, ce n'était pas son meilleur niveau. Après, ça n'empêche pas qu'il faut avant tout trouver son plaisir dans ce qu'on fait et finalement le regard des autres, bah ouais, c'est pas très important quoi. Blandine, elle avait envie de voir à quoi ressemblait Zegama, de vivre la montée de Sancti Spiritus et enfin tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas imaginer ce que c'est. Enfin moi j'avais vraiment la chair de poule quoi. C'était un truc, ce qui parlera le plus aux gens, c'est peut-être les images du Tour de France quand les gens souffrent devant l'échappée ou le peloton qui ouvre, mais c'est vraiment ça. Et c'est tu sors de ce passage-là, tu as mal aux oreilles, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et du coup, il y a une forte envie de découvrir ça qui, je pense, animait Blandine. Et peut-être que finalement, sa vraie motivation ce jour-là, elle était davantage là-dedans, dans le partage, dans le fait de découvrir. Alors, j'imagine qu'elle aurait préféré partager une météo peut-être un peu moins apocalyptique que ce jour-là parce que voilà, si tu prends moins de plaisir, et c'est quand même le cas quand les conditions sont très difficiles, ben forcément, si en plus il y a moins de motivation un petit peu extrinsèque, d'objectifs majeurs, bah, il y a des périodes dans la course où ça va être un peu plus dur. Et souvent, c'est aussi ces courses-là qui laissent des fois le plus de souvenirs parce qu'il faut aller puiser au fond. Et voilà, souvent on s'arrête au résultat brut. Enfin, je pense qu'on peut parler des deux dernières médailles au championnat du monde de Blandine ou de la mienne. Je pense que ça s'est pas déroulé. Enfin, en tout cas, moi, je sais pour moi, mais je crois que Blandine, c'était pour l'avoir vu un peu dans le début de course, je pense pas que ça a été un long fleuve tranquille du début à la fin. Et il y a des moments, moi personnellement, vers le kilomètre 46-47, il y a eu des petites pensées dans ma tête d'abandonner. Donc, il y a toujours un chemin. Après, la question, c'était est-ce que la victoire, elle occulte tout? Je pense que la victoire occulte beaucoup de choses, mais la victoire, et on ne gagne pas toujours. Et finalement, c'est pas toujours dans la victoire qu'on se forge le plus parce que justement, on va fermer les yeux sur des petites choses. Et l'importance du chemin, pour moi, elle est davantage dans le fait de durer. Parce que pour durer, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et c'est un peu ce que je dis maintenant. C'est parce que si moi, j'arrive encore à faire du haut niveau, c'est pas parce que je suis plus motivé que les autres ou que je suis plus fort mentalement que les autres. C'est juste que j'adore ce que je fais et que ça me coûte pas beaucoup, en fait, de le faire. Alors, bien sûr, je disais pas ça dans le Grand Colombier dimanche, enfin samedi après 6h30 de sortie. Donc, il y a forcément ces moments, je dis pas de sacrifice, mais d'inconfort physique vraiment qui sont profonds et dont je pense que la plupart des individus, alors je parle pas des gens qui pratiquent du sport, mais la plupart des individus dans la société n'ont pas forcément vécu parce qu'il y a un inconfort physique qui est quand même majeur, mais il y a un sentiment quand même un peu d'accomplissement et puis une petite fierté d'y arriver, de surmonter, et puis de voir aussi comment la résilience du corps, moi ça me fascine parce qu'en haut du Colombier, j'étais complètement défoncé. Et puis, je sais pas, 45 minutes après, je roulais à 45 km/h sur le plat et puis j'avais l'impression que je venais de partir, quoi. Donc, c'est ça aussi qui est beau, je trouve, dans le sport, dans le fait de voir Moi, je dis souvent que le sport, c'est un peu la vie en accéléré. Et dans une même journée, tu passes par tous les états. Bah, dans la vie, ça t'arrive aussi. Et le sport, ça te permet aussi de développer des qualités pour passer ces moments un peu plus difficiles qu'on peut avoir dans la vie, quoi. Dans le sport, tu lâches, bon, ça fait une performance moyenne. Il y a pas de mort. C'est pas très, très grave, quoi, hein. Il y aura d'autres courses et puis. Je reste avec toi parce que tu as fait énormément de podiums dans ta vie, mais tu as fait énormément de deuxième place aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu à un moment donné teinter ton plaisir, le fait de finir deuxième ou que ce soit l'image que les médias, je nous inclus dedans, Distance Plus aussi, peut potentiellement te renvoyer ou finalement c'est quelque chose dont justement tu te moques parce que ta deuxième place, elle avait été chèrement gagner, quoi. Bah, je pense qu'il y a plusieurs phases dans une carrière quand tu es là-dedans. Au début, j'avais l'impression de peut-être pas faire assez, d'être assez sérieux.
Et avec les années, je me suis rendu compte qu'en fait, on a tous ses points forts, ses points faibles, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de les développer, mais moi, je sais qu'être ultra rigoureux dans tout pour faire de la très haute performance, c'est pas vraiment mon caractère, ça l'a jamais été dans un quelconque domaine, c'est plus la passion qui me guide. Après, sur plupart de mes deuxièmes places, j'ai j'ai jamais eu le sentiment d'avoir flanché, par exemple, mentalement un jour où j'aurais pu gagner, quoi. Ça peut laisser des regrets, mais à chaque fois que j'ai été battu, les 2 fois au championnat du monde, il y avait quand même un écart qui était conséquent. Au Templier, une fois, j'ai fini à 1 minute 20, mais pour moi, c'est la meilleure course de ma carrière. J'étais d'une résilience mentale qui était exceptionnelle ce jour-là, et j'étais juste tombé sur quelqu'un qui était plus fort, et voilà, mais je sais pas, j'ai jamais eu ce côté tueur, gagner à tout prix. Thomas dit toujours, tu vois, il y a que la victoire qui est belle, par exemple. Moi, je trouve que la victoire, c'est bien beau. Après, ça dépend aussi qui t'a battu, quoi. Donc voilà, moi je sais très bien que si le trail était un sport complètement fédéré, très développé, j'aurais jamais fait de médaille mondiale parce que j'ai ni le talent physique, ni peut-être la psychologie mentale pour faire du très très haut niveau. J'aurais pas été vice-champion du monde en cyclisme, par exemple, je pense. Donc voilà, faut aussi avoir ce recul-là. Et ce qui compte, c'est d'être en alignement avec ses valeurs. Et moi, ce qui m'intéresse davantage aujourd'hui, c'est partager les stages, les journées comme on a fait avec Thibaut. Et tu le fais pas forcément si tu n'as pas un objectif de championnat du monde de telle sortie. Mais finalement, quand tu rentres le soir, tu es juste super heureux. Et finalement, c'est ça qui fait que ouais, moi, je prends le départ du championnat du monde. Je racontais cette anecdote. Je battais à 55-60 le matin du championnat du monde, là, avant Chiang Mai. Et enfin, pour la plupart des gens, c'est inconcevable. Mais moi, j'avais pas de stress. C'est mettre un pied devant l'autre pendant 80 bornes. Je le fais tous les jours. C'est pas bien différent de le faire le jour d'une course. C'est juste, faut aller chercher un peu plus loin mentalement parce que t'as pas le droit d'abandonner, quoi. Flo, pour le commun des mortels, la grande majorité des gens, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil avant une course? Est-ce qu'il faut se fixer des objectifs et s'y coller, ou est-ce que les jalons peuvent être différents? Évidemment, on ne parle pas de victoire pour la très 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 grande majorité des coureurs du peloton. Par contre, chacun a sa performance personnelle en vue. Est-ce qu'il faut rester arrimé à cette volonté de faire un temps, de faire une place peut-être, ou il faut travailler mentalement autrement, selon toi? Alors, moi, selon moi, bah, comme tu dis, hein, c'est personnel, donc c'est strictement propre à chacun. Donc, j'ai pas, j'allais dire, le conseil à donner qui va fitter pour tout le monde. Euh, La relation au temps, elle est quand même fortement, comment dirais-je, un petit peu désuet dans le trail parce que finalement, on n'a pas de temps au kilomètre qui est Mm. fixé comme on pourrait faire une course sur route. On n'a pas sur le poignet écrit ses temps de passage. Donc, on a un vague plan de mise en marche, mais il suffit d'aller à météo pour que ce soit remis en cause. Donc, je dirais oui, il faut avoir structuré sa préparation, il faut avoir visualisé son chemin, il faut avoir un petit peu anticipé les différentes choses qui peuvent se produire parce que justement, ça permettra, en étant préparé, d'y réagir de façon la plus adaptée et la plus sécuritaire possible. Mais je n'irai pas donner de conseils sur quel est un plan d'attaque et tenez-vous à ce plan d'attaque coûte que coûte. Moi, j'ai jamais mis ma montre en route sur un trail, sur un ultra. Donc, mais en même temps, j'ai besoin de savoir quoi? J'ai besoin de savoir quelle heure il est à peu près pour savoir combien d'heures de soleil il reste. Et en même temps, tu t'en rends vite compte. Donc, je trouve que se connecter à ces sensations-là, finalement, sont peut-être plus profitables que de regarder son temps en kilomètres tous les quarts d'heure. Mais je voulais rebondir à quelque chose que disait Marianne et je trouvais ça intéressant. Et c'est toujours sur cette dissonance entre ce que les gens disent et ce que toi tu reçois. Et je crois qu'il faut Mhm. rester aussi assez humble, assez prudent et puis assez ouvert par rapport à tout ça. Et je me souviens très bien de quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais à Québec et j'avais fait le trail du Mont-Albert. Et pour moi, c'est la limite que je voulais plus jamais Qui franchir, n'existe plus qui aujourd'hui n'existe et qui a plus, qui été était remplacé devenue par l'Ultra Trail du Chic Choc.
Ouais, qui était d'une difficulté assez remarquable. On était très seuls, il n'y avait pas beaucoup d'assistance. Bref, enfin, pour moi, ça atteignait des limites que je voulais plus franchir. Et en fait, j'ai abandonné aux 100 kilomètres parce qu'on arrivait à une base de vie, enfin. Et je me suis sentie en sécurité. C'était de ça que j'avais besoin à ce moment-là. Et en fait, les Québécois sont venus me féliciter. Mais j'ai trouvé ça nul, quoi. Moi, je l'ai reçu, mais non, tu me félicites pas, c'est nul, j'ai abandonné. Mais dans l'esprit de quelqu'un qui est en Europe du Nord, qui a grandi avec une éducation positive, c'était bienveillant, c'était gentil, c'était, je pense, fondamentalement pensé. Mais moi, je le recevais avec mon éducation à la méritocratie française, qui faisait que non, pour moi, c'était irrecevable qu'on me félicite parce que j'avais fait 100 kilomètres sur 170. Donc, tu vois, cette dissonance entre ton éducation, comment tu reçois les choses à l'instant et comment il est dit et l'intention de la façon dont elle est dite, dont les choses sont dites au même instant, parfois amène à des interprétations et je crois qu'il faut les prendre avec un tout petit peu de recul. Marianne, qu'est-ce que tu as rebondi, enfin, est-ce que tu as quelque chose à rebondir là-dessus? Est-ce que toi qui voyages beaucoup et tu connais bien l'Europe et tu connais bien évidemment le continent nord-américain, tu peux constater ça ou tu constates ça aussi, la différence de mentalité par rapport à la réception d'un résultat, peu importe si c'est une victoire ou quoi? Oui, oui, absolument. Je trouve qu'il y a une très grosse différence de culture entre, je dirais pas juste entre la France et le Québec, là, juste entre différents pays, puis la façon qu'on communique, en fait, qu'on félicite les gens justement quand ils ont des abandons ou des choses comme ça, mais je vois ça comme une très grosse différence, en fait, là, par rapport à nos différentes cultures. Même des fois, dans nos conversations, moi, je remarque que en fait, le Québec ne communiquerait pas du tout de la même façon. Puis, c'est très intéressant, en fait. Donc, je suis contente que Florence a remarqué la différence. Puis, c'est pour ça que je dis aussi, tu sais, il faut toujours se demander pourquoi la personne dit ça. Tu sais, la personne ne te félicite pas pour t'insulter. En fait, elle fait vraiment ça parce que soit un, elle ne sait pas quoi d'autre dire, ou deux, elle pense vraiment que c'est ce qui va te faire plaisir. Donc, tu sais, il faut se demander un peu comment est-ce que l'autre personne communique ou pourquoi est-ce qu'elle te communique le message qu'elle te communique. Exactement. J'aimerais rebondir aussi, moi, sur la question de la pression. Parce qu'on parle, oui, vous êtes pour la plupart des athlètes, des têtes d'affiche, des athlètes élites, etc. Donc, vous subissez la pression de la part de vos partenaires, de sponsors, des médias, évidemment. Mais tout un chacun, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ou même le tissu familial, amical, quand on part sur une course, il y a une pression aussi qui s'installe, même pour ceux qui vont terminer loin derrière les premiers. Comment il faut apprendre à gérer ça? Comment on gère la pression? Blandine? Justement, moi, c'est ce que je disais. Alors, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Mais j'ai très peu de pression, moi. Parce que, je sais pas pourquoi, je me fixe. Voilà, moi, comme je disais, je me fixe pas tellement d'objectifs. Euh, Non, en fait, je ressens surtout que la pression, je l'ai moins, comme je disais, depuis 1 ou 2 ans. Depuis que voilà, je me dis, bon, c'est bon, maintenant, je peux passer à côté d'une course. Ça enlèvera en rien le palmarès et voilà les capacités physiques que j'ai. J'ai rarement la petite. Oui, j'ai eu 2 fois, enfin, j'ai une fois la boule au ventre là, cette année là, sur les championnats de France de cross parce que j'appréhendais le départ. L'année dernière, la petite boule au ventre juste avant le départ des mondiaux parce que là, pour le coup, effectivement, je courais pas que pour moi, je courais pour une équipe. Donc c'est vrai que peut-être que quand je cours en équipe de France, là, il y a une petite pression parce que voilà, c'est ça. Il y a une. Enfin, voilà, on court pour l'équipe, donc c'est un petit peu différent. Il y a on veut bien faire. Après, comment je gère tout ça? Voilà, j'essaie de relativiser, de faire des petits exercices de respiration, etc. Je sais pas si c'était ça ta question, mais C'est plus une question. J'essayais de trouver une réponse un peu globale. Comme l'a dit Flo, c'est quelque chose.
de très personnel. Il y a beaucoup l'éducation aussi qui intervient là-dedans, mais de penser à tous ces auditeurs, enfin, et je m'inclus dedans, pour réussir à s'enlever une forme de pression, la pression d'être vu, la pression du résultat qui va peut-être pas être à la hauteur de ce que de ce qu'on chante pendant des semaines ou des mois avant, parce que c'est ça qui nous anime, puis c'est le jour J est arrivé, et puis ça se passe pas du tout comme c'était prévu. Et là, c'est là, on voit aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup plus en France qu'au Québec, par exemple, des gens qui accusent les autres de trouver des excuses à leur contre-performance avec tous les guillemets qui s'imposent. Donc, c'est d'essayer de trouver est-ce qu'on peut trouver des conseils à donner pour justement s'enlever de la pression? Puis je pense que on peut vraiment globaliser la pression au sens large, que ce soit pour vous qui courez devant ou pour moi, enfin moi j'ai pas vraiment de pression, mais pour moi qui cours derrière, quoi. Oui, alors moi, je désolé, pense que la première, c'est... Pardon. Flo. Ouais, non, Ouais, parce que moi, du coup, j'étais un peu à côté de la question. Ah, c'est pas Donc grave. effectivement, ouais, si je peux juste, je pense que je vais me répéter par rapport à Zegama, mais moi, le conseil que j'ai à donner, déjà, c'est de savoir, enfin, pourquoi on court et j'espère que la réponse de la plupart des gens, c'est de courir pour soi, en fait. Il faut arrêter voilà, de vouloir. Enfin, le problème, hein, c'est le problème des réseaux sociaux, de ce travail, etc. On a peur du regard des autres, mais en fait, le seul qui importe vraiment, c'est le sien. Et je pense qu'on peut jamais vraiment, quand tu dis contre-performance, alors oui, à moins que, comme dit Nico, moi, pour moi, une contre-performance, c'est si t'abandonnes parce que mentalement, t'en as marre, etc. Bon, pas abandonner sur une blessure ou quoi que ce soit, mais voilà, parce que si une contre-performance, c'est si le lendemain, tu dis, ah, pourquoi j'ai fait ça, je regrette. Mais tant qu'on a donné tout ce qu'on pouvait avec les moyens enfin, voilà, avec la forme du jour J, Du jour. la forme du jour, et voilà ce qu'on a donné ce qu'on pouvait enfin le meilleur qu'on a été enfin comme j'aime bien cette expression de Nico, la meilleure version de soi-même et qu'on a donné le meilleur de moi-même le jour J. Il n'y a pas de raison de faire, enfin pour moi c'est pas une contre-performance. C'est sa performance, sa propre performance, où on peut être premier, dixième ou dernier. Et de là, en se disant ça, je pense qu'on peut, on s'enlève une pression. On se dit, bon, en fait, là, juste, enfin voilà, on s'enlève la pression du regard des autres. Autre chose aussi, alors je sais qu'il y en a parmi vous qui vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais des fois j'ai envie de dire aussi c'est entre guillemets que du sport. Et moi les fois où je suis un petit peu, voilà, je ressens un peu de pression, je me dis mais en fait voilà, demain, enfin ou demain ou les semaines, enfin quand je reprendrai par exemple le travail, eh ben je vais enfiler ma blouse et puis je vais être une autre Blandine et en fait tout ce que je vis là ben, ce sera oublié ou j'en parlerai même plus, je penserai même plus à ça. Et c'est magnifique les émotions que peut nous donner le sport. Voilà, moi depuis que je fais de la course à pied, depuis que je pratique le trail, j'ai vécu des choses incroyables, mais il faut savoir s'en détacher. Et il y a autre chose. Il n'y a pas que ça, voilà, il y a pas que ça dans la vie. Et en fait, si c'est pour si c'est pour avoir trop de pression, se tordre l'esprit, être pas bien justement, faire une course et dire ah je suis déçu et en fait non le sport doit nous apporter que du bon. Donc le sport doit nous apporter que du bon et si c'est pas le cas et ben faut peut-être faire autre chose ou voilà essayer de se Change de détacher un petit sport. peu ou changer de sport. Voilà, bah, j'espère que j'ai donné quelques petites clés et en tout cas moi c'est les miennes. Bah, le why dont on parle beaucoup, le pourquoi, je pense que c'est quand même effectivement une clé intéressante qui peut vraiment s'adapter à n'importe qui, savoir pourquoi on court. Flo, tu voulais prendre la parole tout à l'heure, donc je te la donne. Avec ton micro Pardon, ouvert. je voulais prendre la parole en 2 secondes. Je disais, il faut juste savoir pourquoi tu cours. Ah bah voilà, Mais donc c'est why et puis point barre, quoi. Non, mais Courir on est Et en pour deux des d'accord. bonnes secondes, Nico, raisons. elle dit en 2 secondes ce que je dis en 5 minutes, désolé, hein. non mais voilà, c'est c'est une question intéressant de parce que personnalité. en fait, je pense qu'il y a il y a différents stades dans une préparation. Il y a beaucoup de gens qui jugent ce qu'ils font en franchissant la ligne d'arrivée. Et moi, je fonctionne plus comme ça. C'est-à-dire que là, on est à un peu plus de 3 semaines des mondiaux. J'ai déjà réussi ma préparation pour les championnats du monde. Et ça, j'ai trouvé des ressources mentales pour le faire. Il y a des jours, la Scaris des Mathésins, franchement, je suis arrivé du Sky Tour, j'ai appelé mon entraîneur, j'ai dit demain, je n'ai pas envie de courir, je me sens fatigué.
Et en fait, d'avoir réussi à y aller, à faire une course en étant quand même impliqué mentalement, alors c'était pas une perf de fou, mais j'avais pas non plus décidé de courir à 100%, c'était déjà un accomplissement. Et en fait, quand tu as déjà ce chemin qui te paraît réussi, tu vas arriver sur la ligne de départ en mode, bon, bah voilà, j'ai décidé de faire une course. Normalement, personne t'a forcé, même s'il y a des petits enjeux matériels pour les athlètes élites. La plupart, ils gagneraient aussi bien leur vie, voire mieux, s'ils faisaient leur métier de formation. Donc en fait, c'est juste voilà, se dire pourquoi je fais ça, quelles sont les motivations. Ça, faut travailler en amont. Moi, je trouve ça intéressant aussi de visualiser. Après, la pression, par exemple, par rapport aux autres, moi, j'en ai pas trop. Après, j'ai quand même de la pression, là, par exemple, par rapport aux champions du monde, par rapport à ce qu'est le parcours, à la difficulté du parcours, aux ressources mentales qu'il va falloir mobiliser à un moment donné, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des pensées du style mais pourquoi je fais ça, c'est tellement dur, et que je serais mieux dans mon canapé en train de regarder le Giro. Bon, ce sera terminé, mais, mais voilà. Et donc, en fait, il faut Genre à juste Roland Garros. trouver. Ouais, ou Roland Garros, c'est à ce moment-là, il faut juste trouver un petit peu voilà, savoir travailler le pourquoi, et c'est ce que disait Flo, et le pourquoi, il faut le travailler en amont, parce que toute la dimension mentale, en fait, elle est hyper importante, elle est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans le sport au moment de la compétition, je trouve, parce que le physique, tu le travailles pas le jour de la compétition, hein. Si tu es bon, normalement, tu le sais avant le départ, hein. Moi, en principe, à chaque fois que j'ai été performant, je savais avant de prendre le départ que j'allais pas être à la rue, quoi. Alors après, tu comprends, tu maîtrises pas le niveau des adversaires. C'est pour ça que d'ailleurs, les objectifs de place, sauf quand tu es vraiment parmi les meilleurs et que tu sais que si tu as ton meilleur niveau, tu vas gagner. Dès que tu es un peu plus bas dans la hiérarchie, tu es quand même dépendant des autres. Là, tu me dirais, qu'est-ce que tu vas faire au championnat du monde? Je connais pas la start list et je suis pas Jim Wamsley pour dire, ouais, de toute façon, si je suis à mon meilleur niveau, je devrais gagner la course, quoi. Donc voilà, se fixer un objectif de temps, mais surtout d'une manière de faire les choses, quoi. Moi, c'est vraiment ça aujourd'hui, de me dire, voilà, j'ai mis des choses en place mentalement. Je me dis, j'ai envie de réussir à faire ça le jour du championnat. Alors peut-être qu'il y aura moins besoin de le faire si je suis dans une bonne journée. Et puis moi, je trouve vraiment, tu vois, c'est vraiment ce qui reste le plus en tête, moi, dans mon dernier championnat du monde. C'est plus le moment où j'ai trouvé les solutions pour continuer, plus que d'arriver sur la ligne, quoi. Donc, chacun construit son chemin à sa façon, mais la base de la performance, même si on reste sur la performance, c'est de durer, c'est le nombre d'heures d'entraînement qu'on va accumuler dans sa carrière. Et pour accumuler du temps, c'est du plaisir. Parce que surtout dans un sport comme le trail, c'est pas les motivations extrinsèques du style les apports matériels. On parle pas de football, on parle pas d'autres sports où même si on n'aime pas faire ça, on va le faire juste parce que c'est une opportunité, quoi. Je termine avec Marianne. Toi, sur ton chemin en ce moment, il y a la blessure. En fait, sur le chemin de ta carrière, il y a la blessure. On ne peut pas dire le contraire. Comment tu vis ça? Est-ce que ce qu'ils viennent tous de dire, ça te parle? Est-ce que toi, tu arrives sachant que tu ne peux pas courir, sachant que tu as des béquilles, sachant que, est-ce que le why, tu le redéfinis en ce moment, ton pourquoi, et est-ce que ça fait partie du travail que tu fais? En fait, je trouve que le why est encore plus flagrant quand tu ne peux pas courir parce que pour moi, en fait, je cours parce que ça me procure beaucoup de bonheur, puis ça me permet de, de défouler au quotidien. Puis quand je ne peux pas le faire, ben, ça devient très apparent que c'est pour ça que je le fais. Donc, je le fais pas du tout pour les performances ou je le fais aussi pour les journées que ça me donne et les aventures que ça me permet de vivre avec mes amis. Puis là, malheureusement, en béquille, je peux pas faire, je peux pas faire beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est plus facile. Mais je veux juste rebondir un peu, moi, c'est la façon que je gère avec la pression de course et tu sais, quand les gens disent justement est-ce que tu es stressé ou des choses comme ça. Moi, ce qui m'aide, c'est de me rappeler que les humains, de façon générale, sont quand même très centrés sur eux-mêmes. Donc, il faut réaliser que toi, tu es centré sur toi-même, puis tu te mets de la pression pour ta performance en pensant que tout le monde, c'est important pour eux. Mais en réalité, tout le monde fait la même chose pour eux-mêmes. Donc, il faut réaliser que quand tu traverses la ligne d'arrivée en cinquième ou puis que tu veux gagner, en fait, les gens, ils s'en foutent. Tu sais, peut-être que pendant une ou deux journées, ils vont en parler, mais rapidement, ils passent à autre chose. Puis, il faut se rappeler que oui, pour nous, ça paraît super important parce qu'on focus sur notre nombril, mais si tout le monde fait ça, c'est sûr que ta performance n'est pas si importante que ça dans le monde de quelqu'un d'autre. Donc, moi, ça me permet de relativiser le fait qu'au final, il faut vraiment que tu fasses ce qui te rend plaisir, puis il faut que tu traverses la ligne d'arrivée en sachant que tu as donné le meilleur de toi-même pour pouvoir peut-être te faire plaisir, mais il faut
faut oublier l'idée que tout le monde s'intéresse à fond à ta performance. Ou, tu sais, oui, évidemment, on suit les performances puis on aime ça, mais au final, les gens passent rapidement à d'autres choses, puis c'est correct comme ça. Puis c'est ce qui fait en sorte que je trouve qu'on ne devrait pas avoir de pression de performance parce que tout le monde vit leur vie pour eux, en fait. Là. Ça ne doit pas être si stressant que ça, je trouve. Mais évidemment, j'aimerais penser que les gens sont un peu plus généreux, mais moi, ça m'aide à relativiser le fait que c'est pas si important que ça, de focuser sur sa propre performance. Bien, mais je pense on peut on peut se terminer là-dessus et passer au quiz. Le quiz. Peigné vertical. Dans chaque épisode, les membres de la bande AD+, s'affrontent dans un quiz de culture générale et sur l'actualité du trail. Une victoire au quiz peigné vertical, c'est une peignée et celui ou celle qui détiendra le plus grand nombre de peignées à la fin de la saison remportera la peignée d'or. Pour l'instant, c'est super équilibré. Personne ne se démarque. Les 6 premières peignées ont été remportées respectivement par Blandine, Hugo, Robin, Fiona, Sabine et Nico. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Allez, oui. Je rappelle que J'écoute je quand lis la- quand je n'enregistre pas avec vous, j'écoute les épisodes, hein, bien sûr, de la Bonne Année Plus. Il est ressorti plusieurs fois que la première fois que j'ai gagné ma peignée, j'ai triché. Alors, je remets en cause. J'étais accompagnée de Mathieu qui n'a pas pu s'empêcher de me donner certaines réponses. Et d'ailleurs, il y en avait une sur deux qui était fausse. Mais bon, là, je suis seule et Elle je se ne défend. tricherai pas. Mais Bon, en bah, tout cas, Tu as le ce que droit je de vous propose... proposer des questions bonus dont tu connais la réponse, Blandine. C'est autorisé Ah maintenant. non, alors tu vois, alors là je le dis tout de suite, s'il y a une égalité, j'ai maintenant prévu une question bonus. Donc Ah, il n'y voilà. aura pas ce genre de moment qui restera un très grand moment du dernier épisode que j'invite tous les auditeurs à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Donc 5 questions et je rappelle que vous attendez que je lise la question avant de donner votre prénom pour répondre. C'est parti. Quelle est la seule course de trail que devrait faire Kylian Jornet cette année? Nico, Sierzinal, Blandine! Ah non! Mais... UTMB, la Diagonale des Fous ou la Hard Rock 100? Nico, Flo. Ah! Cardinal. c'est effectivement la 50e édition de Sierzinal qui aura lieu le 12 août prochain. Donc Sierzinal, c'est 31 km pour 2200 mètres de dénivelé positif. Kylian l'a déjà remporté 9 fois et il détient même le record de vitesse en 2h25 minutes et 35 secondes. Kylian qui est actuellement en expédition en Himalaya. Et puisque, vu qu'il est en expédition en Himalaya, j'introduis la deuxième question. La première ascension intégrale de l'Everest à 8848 mètres d'altitude remonte à il y Nico, a 50 ans, Oh, mais c'est 60 ans, trop fort. 70 ans ou 80 ans. Nico, ta dernière réponse, c'est combien, t'as dit? Je sais 80. même pas la réponse. Alors, c'est Blandine, alors. 1948, je crois. Donc, ça fait 80 à peu près. Ouf. Blandine, Bah, attends, 40... Ah, parce que j'étais sûre. Bah, attends, il a dit quoi? 48. Donc, 50... Bah, J'ai un doute 70, du maintenant. coup. Ah non, merde, 70 ans. merde, merde, non, c'est pas 48. Le point pour 53. Blandine qui compte un tout petit peu mieux. Ah, merci Nico, j'en avais aucune idée. C'est Mais 53. C'était le 29 mai 1953 et les Et deux oui, ça m'est alpinistes, revenu c'était le après. Néerlandais J'ai pas assez réfléchi. Mais Edmund merci, tu Hillary m'as donné le point. Tu m'as donné le point. et le Sherpa népalais Tenzing Norgay. J'espère que je prononce correctement, mais c'était donc bien il y a 70 ans, tout Je pile. pense qu'il t'en voudra pas. Non, je pense pas. Les deux ne sont plus de ce monde, Oui. évidemment. Un point pour Nico, un point pour Blandine. On continue avec la troisième question. En 9 participations au championnat de France de course en montagne depuis 2013, combien de podiums a réalisé Christelle Deveil? Première réponse, 10, Blandine, je vais essayer. Nico. Si, Blandine, 9, oui, je crois que je sais. 8 ou 7. Merde. Blandine, Et ouais, elle a mis un truc sur les réseaux. oui, Je dirais 9, mais... 9, bonne réponse. Ouais. Elle n'a jamais gagné,
Christelle, mais elle a fait 9 podiums sur ses 9 tentatives. Et par ailleurs, elle a été 7 fois championne de France du kilomètre vertical. 2 points pour Blandine, 1 point pour Nico. Et puis, bah, Jean, je profite quand même de l'occasion pour dire que Christelle De Weils aura évidemment le maillot de l'équipe de France sur les épaules lors des mondiaux de course en montagne qui auront lieu en Autriche, derrière Cécile Jarousseau qui avait terminé juste devant toi au Cross de France. Oh, juste, il y avait une Solide, bonne marge. solide adversaire. Donc de la championne de France 2022, Élise Poncet, et de Nelly Clément qui a terminé 4e de ces France. Puis pour essayer d'être complet, chez les garçons, c'est Thomas Cardin qui a été sacré champion de France de course en montagne au Super d'Evolui. Mais comme il est déjà engagé sur le championnat du monde de trail, les 4 Français sélectionnés pour les mondiaux sont les garçons qui ont terminé de la 4e à la 5e place, à savoir le vice-champion de France Quentin Melleux, Alexandre Fine, Théodore Klein et le champion de France Master Manu Messa, qui est un vétéran de l'équipe de France. Il a porté la première fois le maillot des Bleus, Manu Messa, en 1999. C'était il y a 24 ans. Et il y retrouvera un autre ancien, Julien Rancon, qui lui aussi était déjà d'ailleurs qualifié pour les championnats de France de trail court. Je dis pas de bêtises, court, Ah, Nico. Hein. c'est ça. On n'arrive pas à les mettre dehors, hein. Ils s'accrochent. C'est Non, incroyable. il s'accroche. Et j'avoue que c'est beau. Allez, 4e question, 2 points pour Blandine et 1 point pour Nico. L'athlète allemande Daniela Oemus a remporté la 20e édition de Zegama au Pays Basque espagnol Blandine? en 4h31 Ouais. minutes Alors, devant la néo-zélandaise Caitlin Fielder, et la Suissesse Thérèse Leboff. C'est le 2e meilleur temps de l'histoire de la course, malgré ces conditions dantesques dont on a parlé en début d'émission. Avant ce grand coup d'état de la traileuse de 34 ans, assez peu connue sans lui faire offense, quelle était la plus belle ligne à son palmarès parmi les Nico. courses de niveau Blandine. international suivantes? On parle ici de son meilleur classement féminin. Il fallait que je départage. Alors, Nico et Blandine, pour l'ordre pour l'instant. Vous êtes un peu tous les deux, là, seulement. Non, elle a dit Blandine en premier, non? Première. Non, Nico? Mais Ah j'ai ouais, pas ok. compris c'était quand la fin de la question en fait. La fin de la question, bah, c'est quand j'ai parlé du En classement. fait, Blandine, elle a dit Blandine avant que tu aies donné le temps à Zegama, Oui, en c'est fait. ça. C'est ça, tu as raison, Non, mais c'est Blandine. pour ça. Mais après, Alors, est-ce que c'est l'OCC? Est-ce que c'est la Transgrande Canaria aux Canaries? Est-ce que c'est le marathon du Mont Blanc? Ou est-ce que c'est le 51 km de l'Eiger Ultra Trail en Suisse? Donc, Blandine. Euh... en fait, je pensais connaître. Alors, attends, je réfléchis parce qu'en plus, non mais ouais, vous savez bien que j'ai dû aller voir sa co-titra et ses classements parce que je ne savais pas qui c'était. Et alors, j'ai un doute entre deux. Elle Euh, meuble. bon, allez, je dirais Liger en Suisse. Là. Bien vu. C'est le Ah, 51 km de l'Eiger Ultra Podium, Trail. Elle troisième. avait terminé 3e à 39 minutes de sa compatriote Rosanna Butschauer. je vois qu'il y en a un autre qui allait, qui allait faire des petites recherches. Et Ouais, cinquième du marathon du Mont Blanc. Mais je pense que c'est plus l'OCC. fort cinquième du marathon du Mont Blanc, quand même, en Alors, termes c'est de ce que perf. j'allais dire. Alors, d'abord, rapidement, l'OCC, elle a effectivement couru en 2022. Elle avait terminé 14e à 40 minutes de Sheila Viles qui l'avait remporté. La Transgrande Canaria, elle a été DNF. Le marathon du Mont Blanc, elle avait terminé 4e en 2021 à 22 minutes de Maud Matisse et à 6 minutes de toi, Blandine. Et donc, c'est pour ça que j'ai précisé le classement, parce qu'en termes d'indice de performance, si on se base sur l'ITRA du moins, sa meilleure course avant Zegama, c'était bien, tu l'as souligné Nico, le marathon du Mont Blanc avec une cote, pour la référence, à 729, alors qu'elle n'avait que 700 à l'Eiger. Et puis, elle a obtenu, pour sa performance à Zegama, une cote de 758 pour les puristes. Ça fait 3 points pour Blandine et 1 point pour Nico. Blandine a d'ores et déjà gagné. La question bonus ne servira pas aujourd'hui, mais je vous pose quand même la question, puisque je comptabiliserai vraiment chacun des résultats à la fin. Quelle course n'a pas lieu en mai dans la liste suivante? Zegama, l'Ultra Trail Australia, l'Ultra Trail Snowdonia, by UTMB en Écosse, le Trail Alsace Grand Est
by UTMB, le Nico. Trail du Saint-Jacques by UTMB, Oh, le mais Scal laisse les Trail filles. au Pays Basque ou la Maxi Race d'Annecy. Nico. Flo, Le Saint-Jacques. putain, c'est la seule fois où j'avais une réponse, quoi. Je suis verte. Et Ah. j'avoue Bah, qu'on dit notre nom. Alors moi, j'avoue, sur la dernière question, j'ai dit mon En nom plus, avant la fin de la question. Mais voilà. bon, pour ça l'instant, change rien, c'était la question bonus, mm, ça. Mais je c'est suis bien ça. Mais contente d'avoir oui. 3 points. Non, c'est pas la question bonus. La question bonus, c'est vraiment Ah, si vous vous pardon. départagiez, mais comme j'ai toujours 5 questions. Mais c'est la bonne réponse. C'est bien le Trail du Saint-Jacques qui aura lieu le 2 juin. Toutes les autres ont lieu en mai. Et la seule qui n'a pas encore eu lieu au moment où on se parle, du moins, c'est la Maxi Race d'Annecy. Et alors, je ne sais pas si vous avez regardé la liste de départ, si tous les coureurs qui sont indiqués sur Live Trail sont bien là. Ce week-end, Dimitri Metiev, Andrew Simon, Aurélien Dunant-Pallas, Pau Capel, Jared Azel, Simon Gosselin, Vincent Viette, Sylvain Cour et j'en passe énormément chez les gars. Chez les femmes, on retrouvera notre Fiona Porte, mais aussi Claudia Trems, qui était qui avait terminé deuxième de la TDS en 2022, ou encore Sylvaine Cusso. Et la vainqueur de la 7e peignée de la saison de la bande AD+, est Blandine Lirondelle. Et tu es la première à 2 victoires, sans tricher. On a tous été témoins. Si, c'est gentil. Ce quiz est présenté par Peigné Vertical, l'un des partenaires majeurs du podcast. Peigné Vertical, c'est une agence de production audiovisuelle spécialisée dans la production de contenu sur les sports plein air, comme le trail. Parmi les documentaires qu'elle réalise, je vous avais parlé déjà il y a quelques semaines du film Le Petit Braquet sur le rassemblement annuel d'une bande de potes à la fois sportifs, plutôt cyclistes, et épicuriens qui se font presque une semaine de vélo de route en montagne tous les étés en essayant de donner le meilleur d'eux-mêmes, tout en déconnant en permanence et en buvant des petits canons le soir. Les caméras de Peigné Vertical seront de nouveau au rendez-vous cette année pour filmer cette aventure réjouissante en immersion. Ce sera entre Nice et Annecy sur un parcours de 800 km et 21 000 mètres de dénivelé positif. Mais c'est un projet coûteux, donc une opération de financement participatif a été mise en place pour avoir les moyens de produire un film de la meilleure qualité possible. Il vous suffit de donner ne serait-ce que 5 euros en allant sur la page dédiée sur le site Tipeee, TIP 3E, consacré au film du Petit Braquet que je vais vous mettre dans la description. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode. Il y a bien sûr plusieurs niveaux de dons et différentes contreparties. Ça vaut la peine d'aider cette fine équipe. C'est l'heure du défi de l'épisode. Le défi NAC. Dans chaque émission, avec notre partenaire majeur NAC, on vous lance un défi sportif. C'est un rendez-vous toutes les 2 semaines pour vous inviter à bouger. Et on est content parce que ça marche bien. Après un défi d'endurance, à savoir courir au moins 1h30 en une seule sortie, voici le 7e défi NAC et la bande AD+. On vous propose un défi à vélo cette fois, vélo de route, gravel bike, vélo de montagne, avec ou sans dénivelé, peu importe. Il faudra parcourir 40 km en une seule sortie entre le jeudi 25 mai et le dimanche 4 juin inclusivement. Pour participer, 1, vous rentrez votre activité de 40 km au moins en vélo sur Strava. Attention, il faut que ce soit en mode public pour que ça fonctionne. 2, vous taguez NAC dans votre activité Strava. Vous n'oubliez pas le N majuscule et le A tréma au premier A. 3, vous vous assurez bien de suivre les pages NAC Bar et Distance Plus sur Instagram. Ça permet de valider votre inscription. Et vous retrouverez toutes ces indications dans la publication Instagram Défi NAC 7. La personne qui sera tirée au sort parmi celles et ceux qui auront réalisé ce défi remportera un pack variété de gaufres NAC, ce qui vous donnera l'opportunité, si ce n'est pas déjà fait, de goûter à toutes les saveurs, à savoir sirop d'érable, caramel salé, vanille et chocolat. Tiens, toi qui es athlète NAC, Marianne, c'est laquelle des 4 que tu préfères? Sirop d'érable, comme une vraie Sirop Québécoise. d'érable.
Pour rappel, la recette des gaufres NAC est à base de plantes. Elles sont cuisinées sans huile de palme et sans OGM et vous retrouvez un ratio de 4 glucides pour une protéine pour chacune d'entre elles. Et c'est le cas de tous les produits NAC d'ailleurs. Bref, pour gagner le pack variété, c'est à vous de jouer. Bonne chance. Et puis je vous rappelle quand même que vous avez toujours un rabais de 15% avec le code LBAD+, le signe plus sur le site naac.com. On passe à notre deuxième débat. La bande à des plus, le talk show du trail. C'est un sujet difficile à aborder parce qu'il touche beaucoup à l'intimité. Nous avions titré sur Distance Plus dans l'un des articles sur le sujet, c'était même une chronique santé du doc Jean-Charles Vautier. Syndrome RED-S, n'attendez pas que votre corps dise stop pour longtemps. Le syndrome du déficit énergétique relatif dans le sport, c'est comme ça qu'on va traduire le RED-S, qui finalement est un acronyme anglophone. Pardon Marianne pour mon accent anglais, mais Relative Energy Deficiency in Sport Syndrome. Tu as le droit de rire, tu as le droit. Je vous lis le début de la chronique santé que je vous recommande au passage chaudement, donc évidemment à lire sur Distance Plus. Fracture de fatigue, fatigue chronique, dépression, troubles hormonaux, blessures à répétition, etc. Que vous soyez athlète de haut niveau ou amateur, si vous n'apprenez pas à vous arrêter au bon moment ou si vous restez trop longtemps en déséquilibre énergétique, sachez que votre corps trouvera la solution pour vous obliger à vous arrêter. Pour certains d'entre vous, il sera peut-être trop tard. On croit souvent que tout va bien jusqu'à la blessure ou la contre-performance. Débute alors une autre course, celle qui permettra de retrouver au plus vite notre niveau, entre guillemets, même si cette question de niveau, pour la majorité d'entre nous, est plus vraisemblablement un fantasme qui nous anime et qui justement peut conduire à la blessure. Je pense que ces quelques lignes introduisent bien le sujet. La raison pour laquelle on va parler aujourd'hui de RED-S, Flo, tu en avais parlé dans un épisode précédent, c'est qu'un médecin que tu cites notamment, que tu as cité plusieurs fois, Édouard Stavo, qui est un médecin généraliste qui est en train de se spécialiser pour devenir également médecin du sport, est en train de mener une étude à travers son mémoire sur le RED-S. Et Flo, je ne sais pas exactement le terme, mais tu supervises le travail d'Edouard. Il a mis en place un questionnaire que je vous encourage tous et toutes, auditeurs et auditrices, à aller remplir. C'est un questionnaire qui est très rapide à remplir. Il y a 20 questions et il a mis en place un site internet. Le site, c'est surentraînement.fr, tout simplement. Et vous avez la possibilité de cliquer sur le petit questionnaire immédiatement. Le but n'est pas de dire si oui ou non vous êtes surentraîné, ça on va en parler dans quelques instants, mais plutôt d'analyser les pratiques afin de trouver un modèle prédictif bien avant que le syndrome soit installé, parce que comme l'a écrit le doc Vautier, quand le syndrome s'installe, il est parfois trop tard. Il n'y a aucun symptôme seul qui est spécifique du syndrome RED-S. C'est vraiment un syndrome qui est compliqué. Et pour simplifier, je l'ai cité aussi, ce déficit énergétique, on peut dire que la pierre angulaire de ce syndrome, c'est le déficit d'apport énergétique, ce qui va nous permettre d'avancer, qui n'est pas en phase avec l'entraînement sportif, gros entraînement, petit approvisionnement, notamment nutritionnel. Je vais commencer avec toi, du coup, Flo. J'ai fait une longue introduction, mais j'aimerais, comme toujours, quand on est face à des sujets qui sont un peu complexes pour les auditeurs, commencer par le commencement, à savoir définir les choses. Dans le fil WhatsApp, tu nous as tout de suite rappelé qu'il fallait faire attention, de ne pas confondre, pas faire d'amalgame. Puisqu'on parle de RED-S, on parle de surentraînement. Et puis, je vais juste te dire une chose avant de continuer d'écouter, pour ceux qui le peuvent, cette discussion, débat. Allez remplir maintenant le questionnaire, parce que l'une des choses que Edouard veut savoir, c'est si vous connaissez bien ce syndrome-là. Donc, si vous écoutez le débat, vous risquez d'avoir un biais après dans la façon de répondre les choses. Si vous êtes en train de courir, essayez, quand vous remplissez le questionnaire, d'être le plus honnête possible et de vraiment vous comporter comme si vous n'aviez pas écouté
l'émission. Donc Flo, j'en viens à toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que ce REDES? Mhm. Alors, en fait, c'est vrai que tu as vraiment raison d'inciter les gens à faire le questionnaire, à remplir le questionnaire avant qu'on en parle, parce que c'était aussi l'idée d'Edouard de faire un état des lieux sur la connaissance de ce syndrome-là. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à associer peut-être de façon un petit peu cavalière REDES et surentraînement, même si je suis assez persuadée qu'il n'y a pas de REDES s'il n'y a pas de surentraînement. Mais par contre, on peut être en syndrome de surentraînement sans être en REDES. C'est En ça qui REDES. est important à souligner. Moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que selon la légende de Milon Croton, on suppose une relation finalement linéaire entre l'entraînement et la progression. C'est-à-dire, plus je m'entraîne, plus je progresse. Et en fait, bah, c'est vrai, mais c'est vrai qu'en partie. À un moment donné, cette dose d'entraînement, elle peut se traduire si elle n'est pas parfaitement gérée, par une stagnation, puis une diminution de ses capacités de performance. Et c'est là où c'est extrêmement pervers parce que l'athlète qui s'entraîne, qui progresse, qui voit qu'à un moment donné, il stagne, il va avoir tendance à vouloir plus s'entraîner, mais en fait, il stagne pas parce que son entraînement est parfois inadapté. Il stagne parfois parce qu'il commence à en faire trop et parce qu'il commence à être fatigué. Et il va basculer dans ce qu'on appelle le syndrome de surentraînement, dans lequel on peut encore distinguer deux phases, où, notamment au début de la diminution de la performance, on a encore une phase qui est réversible, qui serait le surmenage, où on a finalement une diminution de la performance par la fatigue et qui peut être aiguë. Donc là, qui est transitoire, réversible. On va appeler ça un surmenage fonctionnel. On a un temps de récupération qui est relativement faible et quelque part, c'est ce qui est recherché notamment dans les stages où on va amener l'athlète dans cet état de fatigue pour qu'il y ait des adaptations. On Ou a les aussi le week-ends des semaines surmenage, choc. voilà, on a aussi des surménages non fonctionnels. Là, c'est un petit peu moins planifié, c'est plus en fonction des changements de saison, des autres stress, du froid qui arrive, etc. Là, la récupération va déjà commencer à être un petit peu plus longue. Et si on fait rien, là, ce continuum va aller dans une courbe qu'on appelle en U inversé, où finalement, on va être en fatigue chronique. Et là, on sera vraiment en syndrome de surentraînement. Et la durée nécessaire de récupération sera beaucoup plus longue. On parle de mois, voire d'années. Pour faire simple, tu as fait un burn-out de ta physiologie. C'est-à-dire que tu veux faire marcher ta physiologie pour aller dans un effort physique, mais ton corps ne te permet plus de le faire d'un point de vue fabrication d'énergie. Et si on veut aller Et- alors un petit peu plus loin pour différencier ça du syndrome REDES, c'est que le syndrome REDES, on va le trouver dans les sports où le poids va avoir un impact déterminant dans la performance, où là, du coup, il va y avoir une sorte de contrôle des entrées énergétiques pour pouvoir optimiser la performance en lien avec un poids le plus faible, mais qui permette de rester quand même un peu en santé. Donc là, on est sur une crête hyper aiguë. Et à un moment donné, si l'apport énergétique est dramatiquement non adapté aux dépenses énergétiques liées à l'entraînement, eh ben on va tomber dans ce syndrome qui est ni plus ni moins qu'un ensemble de signes et symptômes qui traduisent une déficience énergétique en lien avec, en rapport avec la demande. Donc, il faut vraiment savoir que ce syndrome-là touche tous les systèmes, que ce soit le système immunitaire, que ce soit le système hormonal, que ce soit le système digestif, le système cardio-respiratoire, cardiovasculaire, etc. Donc, ça touche tous les systèmes et après, il va s'exprimer selon les personnes par différents signes objectivables. Alors, chez la femme, c'est assez facile parce que un des premiers systèmes qui va être touché, c'est le système de reproduction. Donc, elle va être en aménorrhée. Puis ça, Blandine pourra nous en parler avec beaucoup plus de pertinence que moi. Pour d'autres, ça va être de l'irritabilité. Pour d'autres, ça va être une associabilité. En tout cas, il y a tout un tas de petits signes et symptômes pour lesquels je crois que c'est important que tout à chacun on soit un petit peu alerté parce que moi, j'ai coutume de dire que si tu vas choper la main de quelqu'un chez qui tu détectes le début de commencement du potentiel chute dans un syndrome REDES ou de surentraînement, tu peux lui sortir, lui éviter plusieurs mois, voire plusieurs années de galère. Donc, leur connaître chez le voisin, c'est vraiment lui tendre la main
pour le prémunir de vraiment une grosse galère. Et tu l'as dit, hein, ça touche aussi les hommes, ça touche les hommes et les femmes. Exactement. On a tendance Ouais. à en parler beaucoup comme un syndrome qui touche les hommes. Mais voilà, on a des exemples. Et d'ailleurs, sur Distance Plus, on avait un athlète québécois que tu connais bien, Marianne Elliott Cardin, qui a malheureusement vécu cette phase-là. Il avait eu la présence d'esprit, je dirais, de témoigner parce que lui aussi a vu son taux d'hormones masculine, la testostérone chutait drastiquement et tout en même temps qu'il apprenait ce qu'il vivait et qu'il trouvait des explications, il a voulu partager ça avec sa communauté pour que d'autres ne subissent pas les mêmes conséquences. Avant de te donner la parole, euh, Blandine, c'est ce qu'on appelait autrefois la triade je crois, de l'athlète, et puis c'était vraiment que les femmes qui étaient mis dans cette case-là. Les hommes, je discutais avec Édouard en préparation de cette émission, et il me disait, il y a quand même un symptôme. Alors, je pense que tu as parlé qu'il y avait plusieurs symptômes, mais on peut avoir quelques symptômes et pas forcément tous. Pour les hommes, il y en a un qui est assez flagrant, c'est l'érection du matin. Si vous n'avez plus d'érection, vous êtes un homme et que vous n'avez plus d'érection le matin et que vous êtes un sportif acharné, il faut vraiment, vraiment se poser des questions parce que c'est un bon symptôme et point de repère. Blandine, je t'envoie la balle par rapport à tes connaissances, notamment sur la partie gynécologique, il y a vraiment un effet potentiellement dévastateur pour les femmes qui subissent le REDS à trop peut-être vouloir contrôler ce qui rentre dans leur organisme. Oui, alors effectivement, c'est vrai que nous, en tant que gynécologue, on est directement sollicité par ces personnes qui souffrent de REDS. Alors qu'en fait, je leur explique que finalement, les troubles du cycle, c'est juste un signe parmi tant d'autres. Et quand tu disais, je voulais juste repréciser quand tu dis oui, donc le syndrome REDS est une association de plusieurs symptômes. En Symptômes. fait, d'une manière générale, un syndrome, c'est une association effectivement de plusieurs Absolument. symptômes. Euh, alors, je vais aller de la généralité au plus spécifique, mais donc déjà, merci Florence parce que ça a été hyper. Enfin, même moi, j'ai appris pas mal de choses. C'était bien, tu as fait une bonne introduction et je vais pouvoir être un peu plus précise. Donc, effectivement, tout part d'un déficit énergétique. Alors, soit en lien avec une activité, soit en lien avec une activité physique trop intense et des dépenses énergétiques qui suivent pas, ou même inversement, juste des apports énergétiques pas assez suffisants par rapport au volume. Ce que je veux dire, c'est que on peut faire beaucoup de volume si à côté de ça, on arrive à rééquilibrer la balance. Il y a pas, on n'est pas forcément, on subit pas forcément un déficit énergétique. C'est vraiment l'équilibrage de cette balance. Mais lorsqu'il arrive, et donc c'est quand même très fréquent d'une part chez les athlètes d'endurance, parce qu'on dépense énormément et c'est quand même assez difficile de manière générale à réussir à rééquilibrer vraiment tout ce qu'on dépense. D'autre part, comme l'a expliqué Florence, il y a une notion de poids de poids optimal. Et malheureusement, c'est ancré ça dans nos dans nos idées. Après, bon, ce sera peut-être un autre sujet et un autre débat, mais j'ai un peu l'intime conviction aussi qu'on a beaucoup de personnes qui ont souffert ou qui souffrent de troubles du comportement, qui se sont un peu Le raccrochés trouble aussi au alimentaire. sport, de troubles alimentaires, pardon, du comportement alimentaire, qui se sont raccrochés au sport. Et du coup, voilà, c'est quand même intrinsèquement lié. Mais bref, quoi qu'il en soit, ça part d'un déficit énergétique, du coup, une diminution de la masse grasse chez la femme, qui fait que finalement, la petite glande au niveau du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus se met à l'arrêt et
cet hypothalamus contrôle beaucoup de choses, dont le système, l'ovulation et le système, tout ce qui est cascade Production de progestérone. au niveau, euh, au niveau gynécologique, donc LH, FSH, enfin GnRH, LH, FSH, et enfin œstrogène et progestérone de l'ovaire, comme tu dis. Du coup, le cycle menstruel va être arrêté. Mais là aussi où je voulais, un point important que je voulais préciser, c'est qu'on commence à s'inquiéter dès lors qu'on n'a plus nos règles. Sauf qu'en fait, le trouble, il s'installe bien avant. Et on peut avoir même un Rett syndrome sans avoir des cycles, en ayant des cycles ou sans avoir des cycles, enfin en ayant des cycles irréguliers. Dans le cycle menstruel, il y a plusieurs phases. Et grosso modo, en fait, peut y avoir juste un dérèglement de ces phases. On peut avoir des cycles réguliers et commencer déjà même un Rett syndrome. Ensuite, donc c'est ce qu'on appelle une insuffisance lutéale, donc la première phase. Donc on peut avoir un déficit énergétique avec des cycles réguliers. Ensuite, on peut avoir des cycles irréguliers, donc un allongement des cycles. C'est là où on peut avoir nos règles une fois tous les 2, 3 mois, alors que normalement on les a tous les mois. Et ensuite, au cas entre guillemets extrême, c'est l'aménorrhée complète, donc c'est l'absence de règles depuis au moins 3 mois. Et c'est là où les femmes commencent à se dire, oula, il y a quelque chose d'anormal. Mais voilà, en mon sens, il faudrait déjà agir avant. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est un signe majeur, effectivement, de Rett syndrome qui est déjà bien installé. Et d'autre part, on peut avoir des répercussions d'un point de vue gynécologique. Donc, bien sûr, au niveau de la fertilité, mais pas que. Parce que lorsqu'on a des troubles, enfin un REDS installé, des troubles du cycle, voire une aménorrhée, c'est qu'on a une diminution, voire une absence de sécrétion d'hormones, donc comme tu disais la progestérone, mais aussi l'œstrogène. Et les œstrogènes, ils sont quand même hyper importants, d'une part pour les os, donc c'est pour ça que on a une déminéralisation osseuse et donc plus de risques de fracture, de fatigue, même pour tout ce qui est côté cardiovasculaire, aussi au niveau neuromusculaire, au niveau des humeurs, etc. Donc, on a une diminution en bas de la libido, comme on peut le remarquer. Enfin, il y a une relation aussi avec peut-être la baisse d'érection matinale pour les hommes. On a aussi une diminution de la libido, probablement aussi chez les hommes et du coup chez la femme. Voilà, au niveau santé cardiovasculaire, osseuse, au niveau de la thyroïde, tout ça, il y a beaucoup de choses qui en découlent, autre que C'est l'aspect l'enfer, en fait. Ce syndrome est l'enfer pour un athlète, ni plus ni moins. oui, c'est l'enfer parce qu'en fait, c'est pas. euh, C'est insidieux. la cause, l'origine est centrale. Quand on dit centrale, c'est au niveau du cerveau. Et en fait, le cerveau, il commande plein de choses. Et c'est ça qui est, voilà, c'est ça qui est insidieux, c'est que c'est vraiment les commandes centrales. Et en fait, notre corps est régi par ça. Et il y a plein de cascades hormonales qui découlent effectivement de ce déficit énergétique. Donc, il faut vraiment essayer de prendre, comme dit Florence, comme l'a bien précisé Florence, essayer vraiment de prendre ça le plus tôt possible et de le traiter parce que oui, il y a plein de conséquences à long terme qui peuvent être délétères et voire même parfois euh, Irrémédiable. Irréversible. irréversibles. Merci. Quand on parle de déficit énergétique, on dit souvent, par exemple, si on a besoin de faire un effort rapide, on a notre formidable glycogène hépatique, etc., qui nous permet d'en disposer pour 1 heure ou 2 ou 3, enfin, peu importe, hein, sur une période très courte. À l'inverse, on dit que on a une belle machine parce que notre réserve de graisse sert de carburant, d'énergie pour les efforts très longs et que le niveau, en fait, le stock lipidique de graisse qu'on a dans le corps, hommes et femmes, je pense que les femmes ont un taux un peu plus élevé de mémoire, il est gigantesque. Mais quand on arrive à un déficit énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est ça, c'est qu'on a tiré sur la corde pendant déjà longtemps, c'est ça, pour ne plus avoir de réserve de graisse quand on sait que ces réserves-là, elles sont gigantesques. Je ne sais pas qui peut répondre ça, peut-être Blandine. Voilà, Que je sur pense que la- Nico aussi pourra y répondre, mais déjà, je vais répondre plutôt d'un point de vue médical. Et quand tu dis effectivement, enfin, gynécologique, il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes au niveau de la quantité, effectivement, du pourcentage de masse grasse. Et pour une femme,
normalement, une femme doit avoir au moins, à peu près environ 20% de masse graisseuse pour avoir une activité hormonale, gynécologique hormonale normale et qui fonctionne bien. Or, chez les athlètes d'endurance, on peut parfois descendre à 15, 10, voire même en dessous de 10%. Et là, c'est vraiment mettre en jeu c'est vraiment quand même assez grave quand on descend les 10%, alors que chez les hommes, bon oui, moins de 10%, ils sont secs, mais c'est pas aussi, le risque n'est pas aussi, j'aime pas dire le mot vital parce que mais fonctionnel. Euh, le risque fonctionnel n'est pas là. Et effectivement, chez les hommes, par contre, alors peut-être que on va me reprendre, mais je pense que les signes du Rett syndrome et du déficit apparaissent peut-être en dessous de 6-7% chez l'homme, alors que chez la femme, ça apparaît beaucoup. Enfin, on est, hormonalement, c'est beaucoup plus sensible à ces variations. Donc oui, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme parce qu'on voilà, on a dépensé, on part déjà d'une masse grasse assez faible. Et oui, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme, effectivement. Marianne, est-ce que toi, tu étais déjà sensibilisée comme athlète, comme femme qui fait beaucoup de sport à ce syndrome? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es familier et avec lequel et tu es vigilante? Toi qui es, je le répète, qui est une athlète qui aime courir un peu à l'envie et parfois de manière très, très importante. Bon, bien sûr, en ce moment, tu es blessé, mais on parle d'une manière générale. Oui, absolument. Puis je pense en fait, ce qui va être vraiment, vraiment important pour nos générations futures, c'est que cette information-là leur soit partagée plus tôt dans le processus. Donc, moi, ce que je vois, c'est que de plus en plus, on grand. Tu sais, en fait, quand j'étais dans le sport de haut niveau plus jeune, je trouve qu'on ne parlait pas assez de tout ça. Puis je pense que Hmm. c'est quelque chose qu'on doit vraiment intégrer dans la vie Martelé. ouais, marteler dans la vie des sportifs à un très jeune âge pour pas qu'ils rentrent justement dans ce pattern, puis qu'ils aillent. Moi, je pense que le problème, c'est que c'est trop ancré dans la vie sportive, que ce que En fait, ton poids et ton apparence va dicter ta performance, ce qui est complètement faux. Mais je pense que si on ne transmet pas ces messages-là à un très jeune âge, c'est là qu'il peut y avoir du trouble qui est là irréversible pour la suite. Donc, c'est peut-être plus tard que tu vas en subir les conséquences. Donc, absolument, en fait, moi, je trouve ça vraiment bien qu'on en parle de plus en plus. Et puis moi, évidemment, je suis vigilante à ce sujet, mais malheureusement, je pense qu'il est possible quand même de faire des erreurs, même si tu es vigilant par rapport à ce sujet-là. Et puis, c'est sûr que je suis un exemple de ça en ce moment, malheureusement. Mhm. Mais je pense aussi qu'il faut, puis je ne suis pas du tout une spécialiste et je ne suis pas du tout médecin, rien de tout ça, mais je pense qu'il faut aussi différencier certaines blessures qui peuvent être causées par un déficit énergétique, mais des blessures peuvent aussi être causées par un bris mécanique ou vraiment un mécanique dans ta course à pied qui fait en sorte que tu peux par la suite être blessé. C'est pas nécessairement juste ça qui fait en sorte que ces blessures, mais quand on parle de REDES, c'est sûr que tout ça ensemble devient assez important. Oui, c'est ça. On peut très bien avoir tous ces symptômes séparément sans que ça soit nécessairement la preuve qu'on a un symptôme. Tu souffres par exemple actuellement d'une fracture de stress. Fracture de stress, ça peut être aussi dans le REDES, mais c'est pas parce que tu as une fracture de stress que tu as le syndrome REDES. C'est ça que tu veux dire, hein. Oui, exactement. Exactement. Puis je, je pense que très rapidement, les gens sautent aux conclusions, puis c'est pas toujours la réalité Mhm. que Ouais, il faut l'athlète. faire attention à ça. Ouais, ouais, effectivement. Et ça veut dire s'entourer aussi. On n'est pas tous des athlètes avec un énorme team qui est aussi en capacité d'être vigilant, à qui on peut s'adresser, qui peuvent nous donner des conseils. La grande majorité des gens, encore une fois, peuvent être confrontés à ça et ne pas avoir l'information qu'ils sont en train de glisser dangereusement vers la catastrophe. Nico, peut-être, sur Bah ce ouais, sujet? en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que je pense que la première étape, alors on va exclure le côté où c'est un peu plus psychologique et psychique sur les troubles du comportement alimentaire, parce que là, c'est sûrement un autre sujet. Quand ça arrive, on va dire
Dans le cas de quelqu'un qui, s'il en avait conscience, mangerait plus, par exemple, la première étape, c'est déjà d'avoir une petite idée de. C'est banal, hein, mais je sais pas si. Enfin, là, nous, on fait tous du sport. Je pense qu'on a tous une idée de ce que contiennent les aliments en termes d'énergie. Mais ça, c'est pas, je pense, vrai pour tout le monde. Donc, du coup, il faut déjà comprendre ce que contient la nourriture, qu'est-ce qu'on dépense quand on fait une activité physique. Alors, pour la course à pied, on va faire très simplement, mais on peut considérer qu'il y a à peu près une kilocalorie par kilo de poids de corps et par kilomètre parcouru. Donc, si on fait 10 kilomètres et qu'on fait 60 kilos, ça fait à peu près 600 calories. Alors, c'est très basique, hein, ça peut être affiné et tout, mais ça donne déjà une base pour voir quelle est à peu près notre dépense énergétique sur une journée, plus ce qu'on a comme métabolisme de base. Alors ça c'est pas ça, on peut le faire déterminer, mais bon, quand on est sportif, on a quand même plutôt un métabolisme de base qui est plus élevé que la moyenne parce qu'il y a plein de mitochondries qui tournent en permanence. Et donc, en gros, c'est comme une voiture, hein, une voiture. Moi, je dis toujours en rigolant, on n'a jamais vu une Clio qui consommait comme une Ferrari. Et c'est un petit peu ça quand même l'image qu'on peut avoir, c'est-à-dire que quand on fait beaucoup de sport, entre guillemets, on va quand même plus se rapprocher de la Ferrari, et ben on a besoin de beaucoup d'énergie. Et ça, il faut vraiment avoir une vraie conscience de ce qu'on dépense, surtout que nos sensations de faim, elles peuvent être pas mal perturbées, surtout post-activité. Ça, quand il fait chaud, par exemple, en particulier, un peu moins quand on passe beaucoup de temps dans le froid, souvent on a quand même faim. Mais par exemple, dans le chaud, on peut avoir vraiment un effet un peu anorexiogène, de ne pas avoir faim alors qu'on a fait une grosse sortie et qu'on a dépensé beaucoup d'énergie. Et là, souvent, je pense que ça, c'est des mécanismes qui sont un peu plus sociaux, c'est-à-dire que on va rentrer, on va manger et on va se dire, ah ben non, je ne peux pas remanger 2 heures après. Alors que quand on a passé, je reviens sur la sortie qu'on a fait samedi parce que je l'ai en mémoire, sur les vélos, on a des capteurs de puissance donc qui mesurent vraiment la puissance mécanique produite à partir d'un rendement qui est estimé, mais bon, dont on a une petite idée, on a une idée de combien on a dépensé d'énergie. Une journée, comme on a fait pour quelqu'un comme moi qui fait autour de 60 kilos, c'est 6000 calories dépensées. Donc 6000 calories dépensées, c'est monstrueux, c'est dur à compenser dans une journée, voire c'est pas possible. Et ça, typiquement, ça veut dire j'ai fait une longue sortie le week-end, je sais pas, j'ai repos lundi, ça veut pas dire lundi je mange que de la salade. Parce que le lundi va te servir, parce que c'est pas juste un déficit jour par jour. Donc il faut aussi s'équilibrer sur ces jours de repos, notamment de manger comme sur un jour d'activité ou quasiment comme sur un jour d'activité pour aussi compenser, parce que tu parlais tout à l'heure de la graisse. Euh, on va en produire un petit peu quand on a un surplus en fait énergétique, hein. À la base, on est quand même conçu pour actérer des périodes de disette et des périodes d'abondance et en gros de stocker quand il y a abondance de nourriture et pour pouvoir passer entre guillemets, enfin c'était plutôt l'hiver, hein, je pense, quand il y a moins de disponibilité. Bon bah aujourd'hui c'est plus le cas, donc on a tendance à être tout le temps peut-être affûté entre guillemets, on dit souvent, surtout il y a ce terme qui est un peu pris sur le sens affûté, c'est-à-dire être maigre, alors que le sens de l'entraînement sportif, être affûté, c'est l'affûtage, c'est en fait diminuer sa fatigue pour maximiser sa performance. En fait, c'est limiter sa baisse de condition physique tout en diminuant sa fatigue, ce qui augmente notre forme théoriquement. Voilà, donc il y a aussi une vraie nécessité de savoir où on va aussi dans sa performance, parce que ce que disait Florence sur le fait du cercle vicieux, il faut quand même avoir conscience que chez les athlètes qui s'entraînent quand même à un certain niveau d'entraînement, toutes les sous-performances un peu notables, c'est toujours un signe de surentraînement. C'est-à-dire que quand on s'entraîne, je vais prendre des chiffres un peu élevés, mais 15-20 heures par semaine, si tu ne performes pas à ton niveau attendu, euh, loin de ton niveau attendu, hein. Je ne parle pas des petites performances en dessous, parce que ça peut dépendre de certaines variations, mais vraiment une sous-performance, c'est presque automatiquement un surmenage. Et on dit souvent qu'on a déjà vu des athlètes sous-entraînés gagner des courses ou faire des performances, des athlètes surentraînés qui performent, on n'en a jamais vu. Donc il y a quand même vraiment toujours cette notion-là de ne pas vouloir toujours en faire plus, 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 et de manger. Souvent, on parle de la qualité de la nourriture. C'est, je pense, fondamental chez
dans une population qui est plus sédentaire. Dès qu'on est chez le sportif, oui, il faut manger de manière qualitative, mais il faut aussi avoir assez de macronutriments. Et ça veut dire des fois manger de manière peut-être un peu moins propre, entre guillemets, parce que je vais prendre mon exemple. Moi, j'adore le fromage. Quand tu manges du fromage, c'est un peu plus facile de prendre des calories que si tu manges des fruits, quoi. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les légumes, les fruits et tout ce qui est nécessaire dans notre alimentation, mais il ne faut pas non plus culpabiliser quand on s'entraîne beaucoup de manger des choses qui sont pas forcément très saines, entre guillemets, quoi. L'exemple de ça, je le disais avec Édouard Stavo qui mène cette étude, et dans le cadre de notre discussion, il prenait l'exemple de quelqu'un qu'on cite souvent avec un gros clin d'œil de casquette verte, mais il le prenait réellement en exemple, en disant, voilà, Alexandre fait 10 000 kilomètres par an, il court énormément, etc. Mais dans son hygiène de vie, entre guillemets, il s'en fout. Il va boire de la bière, beaucoup, il le dit en tout cas. Il mange pas forcément, il n'a pas une nutrition hyper cadrée. Et ce que dit Edouard, enfin, ce qu'il suppose en tout cas, je veux pas, puis je veux surtout pas parler pour lui, mais c'est que finalement, Casquette Verte a trouvé une forme d'équilibre et ça rejoint exactement ce que tu venais de dire, c'est-à-dire que il fait pas, peut-être pas, il a peut-être pas une nutrition merveilleuse pour un esthète, sauf que il se fait plaisir et finalement ça équilibre sa pratique sportive intensive. Oui, clairement, parce qu'en fait, là, dans un cas où on fait autant d'activités, je pense que le fait de ne pas manger suffisamment, donc d'être potentiellement en déficit énergétique, a des conséquences beaucoup plus rapides que le fait de peut-être pas avoir une alimentation très équilibrée, où on va plutôt être peut-être carencé en vitamines. Mais si on a vraiment un déficit énergétique qui est marqué, je pense que les conséquences sont peut-être plus, enfin, je parle sous le contrôle de Florence ou de Blandine, mais sont peut-être plus vite visibles que de manger pas très sain, quoi. Alors après, il y aura peut-être des conséquences à plus long terme, mais, euh, mais clairement, après, c'est un équilibre. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut avoir une base qui est saine. Et après, il faut mettre des aliments un peu plus plaisir pour des fois atteindre on va dire le quota d'énergie. Après, vraiment, la première étape, je me répète, mais c'est de mesurer parce que la plupart des gens, quand tu les questionnes, ils ne se rendent pas compte en fait. Ils ne se rendent pas compte quand on parle même sur le ravitaillement en course de ce que représentent des apports énergétiques, alors qu'ils sont un peu élevés, mais de 80 à 100 grammes de glucides. Les gens, si tu leur dis, à ton avis, ça représente quoi sous forme de banane ou autre chose, ou quand on parle d'apport glucidique sur une journée, quand on est dans une phase de recharge, vous pensez que c'est quoi en quantité de riz sec et tout? Les gens, ils sont très souvent bien en dessous de la réalité. Et donc, en fait, c'est comme dans n'importe quel domaine. Avant tout, il faut avoir un petit peu de notion pour savoir si on fait n'importe quoi ou pas, quoi. Édouard disait, le recite parce que je lui demandais quel est le professionnel à aller voir pour s'assurer qu'on n'a pas de REDS ou qu'on n'est pas en train de tomber dedans. Je m'attendais à ce qu'il me dise un médecin du sport et il m'a dit c'est plutôt un nutritionniste en fait. C'est peut-être la clé pour être aidé, c'est plutôt d'aller voir quelqu'un dans ces métiers. Parce qu'en plus, les médecins du sport, bon, il y a des médecins et des médecins du sport, il y en a beaucoup, mais des spécialisés là-dedans, il y en a très, très peu. Qu'est-ce que est-ce que tu es d'accord avec lui, Blandine? Puis je poserai la même question à Flo après. Alors tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord. Par contre, je pense que, enfin voilà, inconsciemment ou involontairement, beaucoup vont aller vers un médecin généraliste, médecin du sport ou gynécologue, de par initialement les symptômes qu'ils décrivent. Donc, Bien sûr. s'ils n'ont pas encore mis, enfin si ou elles, en l'occurrence pour ma part, n'ont pas vraiment mis le mot REDS sur leurs symptômes de troubles du cycle, c'est à moi de leur dire, bon là, écoutez, de faire un petit peu l'interrogatoire, un petit examen clinique et en fait de voir quelques examens biologiques si besoin. Bon, en général, c'est pas ça qui va nous permettre de faire le diagnostic, parce que comme on dit, un syndrome, c'est un ensemble de signes cliniques. Une fois qu'on a plusieurs signes cliniques, là, on a vite le diagnostic en tête et ensuite, il faudra se réorienter, oui, par un nutritionniste, mais en fait, la prise en charge, elle est très globale, compliquée et multidisciplinaire, parce qu'il y aura effectivement le nutritionniste avec la pierre angulaire,
qui va essayer de faire un rééquilibrage. Mais comme je dis, malheureusement, il y a aussi beaucoup de psychologique là-dedans. Et il faudra aussi probablement aller voir voilà, quelqu'un qui va nous aider à ce Un niveau-là. psy. Un psy, voilà, ou n'importe qui d'autre. Mais voilà, force est de se constater que c'est quand même intrinsèquement lié certains. Alors, quand je dis troubles du comportement alimentaire, c'est peut-être un bien grand mot, mais l'attention par rapport à l'alimentation, le poids, c'est des sujets quand même. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que les femmes ont plus souvent, enfin, qu'on parlait autrefois de triade de la sportive et qu'on se rend compte que ça arrive aussi chez les hommes, mais quand même, la prévalence elle est quand même plus importante chez les femmes. Et voilà, on est peut-être plus sensible à tout ce qui est sujet d'alimentation, de poids, etc. Euh, donc voilà, il y a aussi ce côté donc psychologique, donc soit un psychologue, soit un préparateur, soit n'importe qui, pour nous aider, pour voilà à ce niveau-là, pour essayer de prendre un peu confiance en soi, de se rendre compte de voilà de notre physique, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi souvent une dysmorphophobie, on se voit plus gros que les autres, Oui, c'est alors le que c'est pas déni, le hein. cas. C'est le déni C'est le dont on déni, tout à souffre fait. beaucoup. Ouais, et donc le nutritionniste, le médecin en parallèle aussi. Voilà, c'est une prise en charge qui est assez multidisciplinaire. Je voulais rajouter des petites choses. Peut-être que voilà, euh, je vais peut-être pas forcément faire des liens avec ce qui a été dit, mais on parle beaucoup du poids, etc. Par contre, je voulais juste faire une précision. Le Rett syndrome n'arrive pas que chez les personnes qu'on dit enfin, avec un IMC bas, enfin, avec une maigreur. Ça peut très bien arriver aussi quand on a un IMC normal, voire même un IMC élevé, parce que chez le sportif, il y a aussi bon, la composition corporelle. On peut avoir beaucoup de muscles, des os lourds. On peut avoir un IMC tout à fait normal, voire même au-dessus. Je sais plus, je parlais avec quel nutritionniste, mais elle me dit il y a des judokas ou voilà qui sont. Alors eux, c'est encore un autre problème parce que c'est ces sports à catégorie de poids où ils jouent un petit peu sur le yo-yo. Enfin, ils jouent enfin leur poids, ils jouent au yo-yo avec leur poids. Mais il faut pas se baser sur l'IMC. Et je dis ça parce que moi, j'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent hein, en privé, enfin, qui me contactent, qui m'expliquent voilà, enfin, tous les symptômes du REDS, les troubles du cycle, les antécédents de fracture de fatigue, enfin, la baisse de performance, etc. Et qui me précisent enfin, mais par contre, je comprends pas parce que je suis pas alors affûtée. Donc encore une fois, j'aime bien parce que merci Nico parce que moi aussi j'aime pas ce terme affûté parce que alors ça je rentrerai encore dans un autre débat, mais quand je tape affûté sur Google, enfin sur Wiktionnaire, affûté veut juste dire prêt pour une compétition. Et encore une fois, voilà, prêt pour une compétition, enfin quand on considère que, enfin, on considère que être affûté, ça veut dire avoir les muscles saillants et avoir un point de forme optimal. Eh ben, tout de suite, ça veut dire que on ne peut pas être prêt à une compétition sans être sec et à un poids de forme le plus minimal possible. Donc ça, voilà, je trouve que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il faut s'enlever ça de Très la bien. tête. Que c'est pas parce que L'image parfaite, l'image de on est prêt parce voilà, on est mais beau, non. musculeux ou Et belle ben et justement, et on peut, je pense qu'à en arriver là, pour certaines personnes, c'est qu'on est arrivé, on a un poids qui peut même trop risqué. Donc déjà, voilà, il faut essayer de se détacher de cette notion de poids et de physique. Je sais que c'est pas facile. Voilà, donc ne pas croire qu'on peut pas être atteint d'un Rett syndrome parce qu'on a un IMC normal. Donc la première part. La deuxième, c'est que il faut pas en avoir honte d'en parler. Il faut vraiment que ce soit vraiment mis. Enfin, faut pas que ce soit tabou parce que et ce qui peut entre guillemets rassurer, enfin moi enfin ça me fait un peu peur et je suis assez étonnée de ces chiffres, mais j'ai cherché beaucoup dans la littérature. Alors quand on regarde la littérature, quand on regarde la prévalence, elle est de 30 à 70%, donc il y a quand même une grosse marge. Et moi, l'étude que j'ai trouvée la plus, entre guillemets, avec la plus grosse prévalence, c'était une étude qui avait été faite, il me semble, récemment, en 2021, au niveau des championnats d'Europe alors là on parle de cross-country, pourtant c'est même pas de l'endurance, et sur les troubles du cycle. Alors là je parle pas que des aménorrhées, mais dès lors que les femmes avaient au moins des cycles irréguliers, on était à 80%. Et ce qui est 83%, c'est incroyable.
Ce qui est énorme. Et alors, voilà, donc ne pas le banaliser et se dire qu'en fait, ben non, on n'est pas seul, c'est pas nous qui avons fait quelque chose de mal. Comme l'a dit je sais plus qui, souvent en plus, c'est pas volontaire. Enfin, on dit un déficit énergétique, mais il est souvent involontaire parce que, comme dit Nico, il faut en absorber des calories. Euh, et, hum, et la plupart des gens, enfin la plupart des athlètes, je pense, se disent, bah non, je mange comme mon copain, comme ma copine, comme mes parents. Et en fait, non, il faut manger plus. Et moi, combien de fois je vais à un repas et au début, ça me mettait très mal à l'aise quand on faisait la petite réflexion. Ah bah Blandine, dis donc, t'as un gros, enfin, t'as de l'appétit, t'as un gros appétit. Et ça, c'est des petites choses. Donc c'est vrai que je dis aussi pour l'entourage, des petites choses qui peuvent amener parfois à devoir limiter ses apports et en venir à avoir un déficit énergétique. Donc là, je me suis un petit peu étalée, mais c'est pluridisciplinaire et voilà, il y a plein de... C'est une prise en charge. On sera amené certainement à rediscuter de ce sujet, puis on sera aussi amené à parler plus spécifiquement des troubles alimentaires chez les athlètes dans un prochain épisode. Je sais que Flo, tu vas devoir bientôt partir. Est-ce que l'une ou l'autre veut conclure ce qui a déjà été dit? Marianne, peut-être? Non, Ben, je moi, pensais que tu demandais la parole. Je pensais que tu demandais la parole. non, je prenais pas la parole, mais je dirais juste que le plus important là-dedans, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide là, aux premiers symptômes puis d'agir le plus rapidement possible. Euh, Puis rappeler à tous qu'on doit penser plus au long terme là, que dans l'immédiat. Mais je pense pas que je suis la meilleure pour conclure. Là. Je pense que Flo ou Blandine Ben, pourraient... Flo, ce que j'allais te demander, c'était, je rebondissais beaucoup sur le fait de parler de ce que tu as dit, Blandine, hein, d'en parler. On est une communauté de coureurs, d'athlètes, etc. Grand athlète ou petit athlète, peu importe, on s'en fout. Mais d'en parler entre nous, on verra ce que donnera l'étude d'Edouard, je vous rappelle, surentraînement.fr. Et lui, ce qu'il va mesurer aussi, c'est voir si c'est un syndrome qui est connu ou dans quelle mesure. Mais les résultats, il m'a partagé les premiers résultats avec 2000 ou 2500 réponses et de toute évidence, c'est très peu connu. Donc en parler ensemble va peut-être contribuer à améliorer les choses. Flo, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, ouais, je suis absolument d'accord. Et puis, bah, moi, je reviendrai encore une fois en termes de conseils à des choses basiques. C'est la course à pied, c'est un sport pour lequel on est fait, c'est certain. Mais à partir du moment où tu veux la pratiquer dans un volume un petit peu important et avec un peu de sérieux, bah, entoure-toi bien en termes d'entraîneur, en termes d'équipe médicale, en termes d'équipementiers, en termes De partenaires d'entraînement. de partenaires d'entraînement, etc. Et qu'à partir de ce moment-là, si tu optimises un petit peu tous ces encadrants-là, bah, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Ou au moins que tu ne sois pas alerté au premier signe d'alerte. Parfait. Allez, on Ouais, puis, termine comme de tradition. un Ah, dernier Nico. truc, juste par rapport au poids, je pense qu'il faut vraiment aussi qu'il y ait il y a une logique de poids, entre guillemets, de performance sur un gros objectif avec un accompagnement pour essayer effectivement d'être peut-être un petit peu plus léger parce qu'après, c'est de la physique de base, à un niveau de condition physique égal. Si on fait 1 kilo de moins sur 80 km, ça représente des minutes à l'arrivée. Ça, c'est concret. Ce qui est nocif, c'est de vouloir tout le temps être dans ce poids-là qui est peut-être non physiologique, qui est peut-être atteignable durant 2 semaines dans l'année pour être à ce poids-là le jour de l'objectif, mais pas tout le temps au quotidien. Et si je pouvais donner un conseil à pas mal de gens, c'est faut jeter vos balances parce que c'est un très mauvais moyen de contrôler son poids parce qu'il y a trop de variations qui sont pas du tout liées à notre composition en masse grasse principalement parce que c'est souvent ça que les gens chassent. Et donc voilà, arrêtez de vous peser et puis mangez en écoutant votre faim, manger en conscience quand on mange, lentement pour aussi voilà, avoir conscience de ce qu'on mange et pas de juste Bien ingurgiter mâché. de la nourriture de manière mécanique. Et voilà, donc, et comme je dis, encore s'informer pour savoir un petit peu où on va et puis se faire accompagner, en discuter. Et je rejoins complètement Flo sur le fait d'être bien entouré là-dessus.
On espère que la bande AD+, aura... Ah, non, c'est encore pas terminé. Blandine. Oui, bah, j'étais sûre qu'il allait nous parler de son poids de performance, Nico, et je voulais juste faire deux petites remarques et après j'ai fini. D'une part, je comprends tout à fait le principe de, voilà, Nico, on peut gagner en performance si on a un poids optimal, minimal, ça je comprends. Tout le monde ne peut pas le faire. C'est-à-dire que si déjà on a un poids qui est un petit peu ras les pâquerettes et si on a une masse grasse qui est vraiment à la limite, en fait, qu'est-ce qu'on va perdre? Enfin, si c'est pour encore reperdre de la masse grasse ou enfin, c'est la seule chose qu'on peut perdre, c'est de la masse, la masse maigre. Si on a de la masse maigre, elle aura les pâquerettes. La seule chose qu'on peut perdre, c'est éventuellement la masse grasse, mais si on n'en a pas à perdre, ce qu'on va perdre, c'est de la masse maigre, et là, ça peut être encore plus délétère. Donc, si vous voulez, si vous êtes dans un objectif d'atteindre un poids de forme optimale en vue d'une compétition, il faut avant, je pense, faire une évaluation, faire sa composition corporelle et être bien suivi, savoir si on a vraiment quelques kilos à perdre, parce que si on n'en a pas à perdre, il faut pas perdre les mauvais kilos. Et le deuxième, donc encore une fois, c'est pas donné non plus à tout le monde. Comme je le dis, si jamais on a des antécédents de troubles du comportement alimentaire, ça peut que réactiver, d'essayer de jouer comme ça à perdre du poids et à en reprendre après. Donc, je comprends tout à fait, Nico, mais euh, comme on dirait, ne faites pas ça chez vous. Je dis ça en Ne rigolant, faites pas mais ça à la si maison. vous avez l'intention à la maison, non, c'est fait que par des professionnels type Nico Martin. Non, si vous avez l'intention, si vous êtes dans cet objectif-là, voilà, faites peut-être une petite évaluation avant et savoir si effectivement vous avez quelques kilos à perdre ou pas et si ça ne peut pas faire rejaillir et ressortir des problèmes un petit peu plus profonds. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bien, on termine avec la dernière rubrique de l'émission. Coup de cœur ou coup de pompe? Flo, on commence avec toi. Coup de cœur ou coup de pompe? Eh ben moi, écoute, c'est un gros coup de cœur. C'est un gros coup de cœur pour un gars qui est juste ultra simple. C'est un petit peu sa marque de fabrique maintenant. C'est Mathieu Lambert. Mathieu Lambert, c'est quelqu'un qui a eu 50 ans il y a 2 ans et qui s'était dit, OK, je vais me faire un truc d'enfer pour mes 50 ans. Et puis avec l'effet Covid, le report de courses, etc., il a eu l'opportunité de s'inscrire à 3 grandes courses dans un contexte de calendrier relativement proche. Et donc, c'était l'UTMB, le Tour des Géants et le Marathon des Sables. Et en fin de compte, il a eu un épisode de vie un petit peu perturbant, c'est qu'il a fait un AVC 6 mois avant. Par grande chance, il a eu zéro séquelle. Et donc, il s'est fait accompagner pendant tout son chemin à travers ces 3 grandes épreuves par un vidéaste. Et il en a fait un film qui s'appelle Ultra Simple et qui a été retenu dans plusieurs festivals de films outdoor. Donc, c'est sélectionné au Trial in Motion cette année et puis alors attendez, je retrouve en même temps ce qui m'a transmis le Nature Trail Film Festival. Et donc, on a fait la projection de son film à Paris, dans le 14e, en partenariat avec une start-up qui s'appelle Madi, qui est une solution de gestion de business des professionnels de santé, et puis avec la clinique du coureur. Et voilà, c'était juste un moment en toute simplicité avec des gens passionnés. Et je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'hyper inspirant, et notamment tout le recul qu'il a mis par rapport à sa réalisation. Je vous invite à aller voir ce film s'il passe près de chez vous et de rencontrer ce gars assez exceptionnel. Merci Flo. Marianne, coup de cœur ou coup de pompe? Oui, alors moi, je désire donner un coup de cœur pour Martina qui a remporté la Transvulcania il n'y a pas si longtemps. En Martina fait, Valmassoy. oui, exactement. Donc, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé de son histoire, c'est qu'elle a eu une fracture là, plutôt dans l'année, donc à la fin de l'année passée. Et puis, elle se remettait très tranquillement à la course. Elle a sauté absolument aucune étape pour revenir. Et puis, elle s'est surprise avec une victoire à la Transvulcania. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça et suivre tout ça. Donc, gros coup de cœur pour sa victoire. Blandine, coup de cœur ou coup de pompe? Bon, moi, c'est toujours des petits coups de cœur et j'hésitais entre deux, donc et apparemment, j'ai le droit de Allez, dire les donne-nous les deux. deux.
Alors la première, c'est Zegama, hein, cette course qui est totalement dingue, comme on en a bien parlé au début. Je rêvais de la faire, je l'ai faite et l'ambiance, enfin les basses qui sont juste incroyables. Et voilà, je sais en plus que j'ai eu l'opportunité de pouvoir la faire en tant qu'athlète élite parce que bah, quand on est un athlète entre guillemets récréatif, le dossard est difficile à avoir. Alors voilà, je sais la chance que j'ai eue et voilà, je conseille à tout le monde de tenter sa chance parce que c'est juste incroyable. Et la deuxième, bah, il y a pas si longtemps, j'ai regardé une émission sur une athlète qui m'a énormément inspirée, qui s'appelle Jasmine Munich, que je pense que vous connaissez beaucoup, qui est atteinte d'une sclérose en plaques et qui est en plus est une athlète très performante, une athlète de haut niveau et qui arrive à guérir, enfin au moins à prévenir la maladie grâce au sport. Et j'ai vu récemment qu'elle avait fait une des courses de l'Alsace Grand Est, la Bayou TMB. Elle avait fini, je crois, deuxième, il me semble, sur ce 50 km derrière Émilie Schmitz, mais là j'ai un doute. Et voilà, ça fait vraiment plaisir de la voir encore continuer à prendre un dossard et avoir un niveau comme celui-ci malgré les aléas, enfin ces aléas de santé. Et voilà, je trouve qu'elle est très respectable. Nico, coup de cœur ou coup de pompe? Alors j'avais les deux, parce que j'ai réfléchi, j'avais un coup de pompe, un premier, alors qui fera écho à Zegama, alors pas par rapport aux courses, mais par rapport à la multiplication des grosses courses ce week-end-là, puisqu'il y avait Zegama, la Sky Race des Mathésins et le championnat de France de course en montagne. Je pense que tout coureur qui se respecte, enfin surtout au niveau élite, aimerait faire prendre part à au moins une ou deux courses sur ces trois-là. Donc c'est un peu dommage que les calendriers se bouleversent, même si on peut quand même saluer que Zegama s'était déplacé cette année pour laisser un peu de place au championnat du monde. Voilà, donc bon, j'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais que malgré les années qui passent, ça a du mal à se structurer. Et puis un coup de cœur on va sortir du milieu du trail, mais suite à une petite polémique qu'il y a eu sur le Tour d'Italie où une étape a été raccourcie à cause de la météo, en disant que voilà, c'était mieux avant. Et moi, j'ai un grand coup de cœur pour les coureurs du Giro qui ont connu 15 premiers jours assez dantesques. Maxime Bouet qui a fait une quinzaine de grands tours. Les grands tours, c'est le Tour d'Italie, le Tour de France ou le Tour d'Espagne, qui disait que c'est le pire de tous les grands tours qu'il ait fait, des conditions météo exécrables, tous les jours de la pluie. Donc, il y a un grand coup de chapeau à eux parce que c'est dur le vélo, mais le vélo sous la pluie et le froid, c'est très, très, très dur. Super, merci à tous les quatre. Moi, j'ai un coup de cœur pour des randonneurs. J'ai un coup de cœur d'abord pour mes parents. Ils ont 70 et 72 ans, puis ils randonnent quotidiennement le matin, 7 jours sur 7 depuis de nombreuses années. Et 2 fois par an, ils partent avec leur sac à dos pour 2, 3 semaines de périple à travers un chemin de grande randonnée, en s'arrêtant chaque soir dans un refuge ou un gîte douillet. Mon père porte une prothèse intégrale du genou et il s'est fait opérer aussi l'an dernier de l'épaule, mais ça l'empêche pas de rester très actif. Mieux, les médecins et les kinés qui se sont occupés de lui ont chaque fois constaté que son activité physique quotidienne lui permettait de récupérer de ses opérations et de faciliter sa convalescence, puis la rééducation bien plus vite que la moyenne. Donc voilà, je les trouve méga inspirants et j'espère qu'ils vont en inspirer d'autres s'ils ont trouvé, je pense, j'ai l'impression, le meilleur médicament contre le vieillissement. Et puis, dernier randonneur, casquette verte, on en a parlé tout à l'heure. Il a, comme vous deux, Nico et Blandine, il avait prévu d'aller du côté de Chamonix pour faire quelques repérages en vue de l'été prochain. Avec la neige qui est tombée, c'est tombé à l'eau aussi. Et donc, il a décidé de faire son opération Paris-Plage, de partir de chez lui, du côté de Paris, pour rejoindre Honfleur et notre Normandie, Blandine. Il y est parvenu cette fois. Il y avait une première fois où ça avait été plus compliqué. Donc, ça revient à 224 km et 2000 et quelques mètres de dénivelé. Mais à la limite, peu importe. J'ai trouvé ça plutôt chouette. C'est pas le parcours le plus facile, c'est pas celui avec le plus de dénivelé, mais il a posé une trace pour la première fois entre Paris et la Normandie. C'est une filière très fréquemment empruntée par les Parisiens pour aller à la plage. Je trouvais ça assez cool que lui y aille en courant et puis il espère, et du coup j'espère que ça va susciter des vocations et des inspirations là aussi. La bande à des plus,
le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret. C'est la fin de cette 27e émission de la bande AD+. Un gros merci à tous les quatre, Marianne Hogan, Blandine Lirondelle, Nico Martin et Florence Morisseau de la clinique du coureur. À plus. Merci à toi, Nico. À Merci bientôt. à tous. La bande AD+, est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show. Un grand merci aux partenaires officiels de la bande AD+, NAC, Peigné Vertical, la clinique du coureur. Le design sonore de la bande AD+, est signé Lucas, Aska et Nessie et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Des Bosses et des Bulles. L'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci à Laurie Beck qui était aujourd'hui aux manettes et qui fignole l'enregistrement avant la diffusion. Merci à mon collaborateur Baptiste Ballet qui s'occupe des extraits de l'émission que nous diffusons sur les réseaux sociaux de Distance Plus. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et merci à tous de nous écouter sur n'importe quelle plateforme de podcast ou de nous regarder sur la chaîne YouTube de Distance Plus. Continuez aussi de partager l'émission autour de vous quand vous l'avez appréciée. À plus dans la bande AD+.